Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Fondation. Je suis Maxime Claval, le fondateur d'Enercool. On développe des peintures thermiques et écologiques qui améliorent le confort d'été et d'hiver. En développant l'entreprise, j'ai eu l'occasion de discuter avec des centaines de professionnels de l'immobilier. Et j'ai découvert un univers incroyable avec des métiers souvent inconnus et des parcours parfois très atypiques. C'est pour ça qu'avec l'équipe d'Enercool, on a décidé de créer ce podcast. Des acteurs engagés autour de l'immobilier nous expliquent leur parcours, leur vision, leurs victoires, leurs échecs et surtout les leçons qui en découlent. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter ces échanges que j'en ai eu à m'entretenir avec eux. C'est bien Virkin le nom de la boîte ? Virkin. On dit pas W. Wirkin ou Virkin. Les Anglais disent Wakwin, les Chinois disent Verken, les Russes disent Wirken. Ok. Il y a toutes les prononciations. Mais en français on dit Virkin. C'est un V. W du nord de la France se prononce V. Ok, ça marche. Bon, bonjour Grégory, ça va ? Bonjour Maxime, ça va très bien, je te remercie. Merci d'être là pour nous parler dans notre podcast Fondation. Tu es nantais, tu es le patron de Virkin. Tout à fait. Une industrie française Oui. qui est dans le domaine de la... Moi j'allais dire de la plomberie, mais je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais Alors, tout dépend sur quel angle tu le considères. On est dans le sanitaire et la plomberie, on est dans le plastique, on est dans la transformation, on est dans l'industrie, on est dans l'export, selon l'innovation, selon l'angle sur lequel tu prends. Mais on est tout ça un peu à la fois, oui. Ok. Merci pour ton invitation au passage. De rien. Très belle boîte. En tout cas, de notre point de vue, Oui, combien de salariés, un chiffre d'affaires qui est important. On est historiquement basé à Nantes. Alors, je vais peut-être me présenter d'abord. Tu peux te présenter ta boîte d'abord. Vas-y, présente-toi. Alors, je m'appelle Grégory Lecointe, j'ai 53 ans, je suis l'heureux papa de 2 enfants de 17 et 19 ans. En plus, aujourd'hui est une très bonne nouvelle parce que je viens d'apprendre que ma fille qui est épileptique n'est plus épileptique. Ah, son traitement fonctionne, donc je suis très content de cette bonne nouvelle. Marié depuis 2002 et accessoirement patron de Virkin par héritage. Virkin est le nom de jeune fille de ma grand-mère, donc je suis on dit la deuxième génération et demie parce que la troisième a une mauvaise réputation et parce que mon grand-père a financé mais il n'était pas vraiment entrepreneur en tant que tel. Lui il était la banque et c'est mon père qui a démarré l'entreprise avec ma mère. Ok. Donc l'opérationnel a toujours été géré par mes parents, donc au titre opérationnel on est deuxième génération, au titre générationnel on est factuellement la troisième génération. C'est quoi l'historique de l'entreprise déjà, qui est une entreprise familiale, ça démarre comment Dans toute entreprise familiale, il y a une histoire et la nôtre, elle est intéressante et en même temps assez classique par de la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup d'entreprises familiales. Mon grand-père fabriquait des saxophones à Paris. Okay. Son entreprise a été bombardée et donc à son retour des camps, il se retrouve sans activité, sans rien. C'était une famille assez bourgeoise, donc ils n'étaient pas à la rue, mais bon, il fallait travailler quand même. Et donc, il va voir un ami à lui qui avait une ferme dans le Nord. C'était la Virkin, c'est originaire du nord de la France, côté frontière belge. Et son ami lui dit, écoute, occupe-toi de la ferme. Mon business qui tourne à fond, j'ai pas le temps de m'en occuper, occupe-toi de la ferme. Ma grand-mère étant plutôt une bourgeoise parisienne, la ferme, ça la faisait pas rêver. Donc, mon grand-père est allé tout seul à la ferme. Et évidemment, ça lui pesait un petit peu de pas être avec son épouse, certainement. Donc, au bout d'un moment, il lui dit, écoute, la ferme, c'est bien, mais moi, ma femme, elle reste sur Paris. J'aimerais soit rentrer sur Paris, soit faire autre chose. Et il le questionne sur son business. Parce qu'il était quand même un peu intrigué par une ferme qui tourne pas et un business qui tourne à fond, au point de ne pas pouvoir s'occuper de la ferme. Donc, ça l'intriguait un petit peu. À l'époque, celui qui avait la ferme, c'est celui qui avait les moyens. Les paysans étaient riches. Et le gars lui dit, c'est simple, j'ai une mine de charbon dans le nord de la France, et quand tu transformes le charbon en coke, tu le fais brûler, tu le chauffes, et il utilisait la chaleur, la déperdition de chaleur de cette transformation pour faire cuire des céramiques. Et après-guerre, il avait besoin de tout reconstruire, y compris les salles de bain et les cuisines, et donc il avait même du mal à livrer. À l'époque, il livrait du premier choix, du second choix, du troisième choix. D'accord. Tu pouvais installer un évier neuf, qui était visiblement éclaté, un peu fondu, etc. Mais ça se vendait moins cher, mais ça se vendait. Okay. Tout se vendait. Et mon grand-père trouve ça intéressant. Il dit, écoute, moi ça m'intéresse. Son ami lui dit, écoute, va à Nantes, j'ai pas de distributeur à Nantes, ça va le faire. Et mon grand-père prend femme, enfant et part à Nantes. Okay. C'est ma grand-mère qui m'a raconté ça et elle me dit, à ce moment-là de l'histoire, elle me dit,
Ton grand-père était un peu naïf. J'ai dit, au final, ça s'est plutôt bien passé. Plutôt bien marché. Et donc, de ma tante, j'ai appris que quand ils sont arrivés dans le début des années 50 à Nantes, rue Crébillon était une rue avec 2 tas de pierres de chaque côté. Enfin, un tas de pierres de chaque côté. Ok. La rue Crébillon était bombardée, il restait rien. Pour les non-nantais, la rue Crébillon, c'est la rue commerçante aujourd'hui. C'est le centre de Nantes, l'hypercentre. Ouais. Et moi, j'ai toujours connu cette rue très jolie, bien reconstruite. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'elle était rasée pendant la guerre. Donc, il s'installe à Nantes, boulevard Saint-Aignan, et il crée un petit négoce de sanitaire plomberie, qui était plomberie exclusivement à l'époque. Il y a peut-être un peu de sanitaire, mais surtout de la plomberie. Et ils habitent au-dessus de leur magasin, comme bien souvent ça se faisait à l'époque. Et Virquin Sanitaire distribue, achète et revend des produits, tout simplement, dont les produits de son ami en servi. Et juste curiosité, oui. Virquin, c'est le nom de ta grand-mère? C'est le nom de mon grand-père, qui était donc une jeune fille de ma mère. Ok, d'accord. Et donc il commence à faire du négoce de produits, et comme pas mal de produits de plomberie autour de la guerre, la conception était assez basique. Donc les métaux, c'était tous les mêmes, c'était la techno, c'était tous les mêmes, il y avait pas beaucoup de choix. Et je sais, tu n'as pas connu ça, tu es beaucoup trop jeune, mais du temps de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, il y avait des toilettes au fond du jardin, c'était bien souvent séparé de la maison, pour des questions d'odeur entre autres et d'hygiène. Et c'était un trou dans le jardin ou une rigole qui allait rejoindre la petite rivière d'à côté. Et au fur et à mesure de l'amélioration de ces conditions-là, est arrivé un système à clapet qui empêchait les odeurs et surtout les rats, je pense, de remonter par les toilettes. Et ce système à clapet a été couplé avec une alimentation d'eau. Et donc, quand tu rabaissais ton clapet de toilette pour que tout tombe, eh bien, tu avais un petit filet d'eau qui venait nettoyer la cuvette en même temps, ce qui évitait les grosses disputes entre le grand-père et la grand-mère, parce que le grand-père ne remplissait jamais le broc d'eau. D'accord. Et c'était à la fin de ta petite affaire que tu découvrais qu'il fallait que tu refasses l'aller-retour pour aller remplir le broc, parce que le précédent, elle l'avait vidé. Donc, ça a mis certainement beaucoup de paix dans les ménages. Et ce produit que mon grand-père achetait et revendait avait un problème de qualité. Visiblement, soit il se mettait à fuir, soit il cassait. Ça, j'ai pas eu le fin mot de l'histoire. Dans tous les cas, mon grand-père avait pas mal de retours, parce que quand tu vas en plombier, si ton produit est défectueux, le plombier te le ramène, évidemment. Le particulier, c'est moins vrai, il sait pas s'il l'a bien monté, mais il en achète un autre, puis il passe à autre chose. Le plombier, il te ramène ce qui marche pas. Et donc, il était un peu ennuyé, parce qu'il voyait bien qu'il avait pas mal de retours sur ce produit, donc il réfléchit. Et ça, je tiens l'histoire de ma tante qui m'a dit plusieurs nuits, pendant pas mal de semaines, il a dormi avec un robinet dans son lit. Alors, il réfléchissait, il travaillait, puis il finissait par s'endormir sur l'ouvrage. Comment on fait? Et puis un matin, il s'est réveillé avec le brevet. Et donc, il dépose son brevet, il avait trouvé la solution pour résoudre le problème qu'il taraudait. Il dépose le brevet, il fait fabriquer son produit, et ça devait être une dizaine d'années après, donc dans les années 60. Et milieu des années 60, tu as le plastique qui arrive des États-Unis, en Europe. Et là, mon grand-père se dit, mais si je fabrique moi-même mon produit, non seulement je vais avoir un produit de qualité, parce que je sais ce qu'il faut que j'obtienne en termes de qualité produit, et en plus, je vais le fabriquer en plastique, ce qui sera moins cher qu'en métal, j'aurai pas une marge de fournisseur, je serai beaucoup moins cher, et ça va marcher. Et il se trouve que, évidemment, ça a marché, parce que c'était un produit qui résolvait un problème qualité qui devait toujours exister par ailleurs, j'imagine, et un produit fabriqué en plastique qui coûtait beaucoup moins cher à produire que les produits en métal historiques. Et donc, Virquin Sanitaire a été très connu par la distribution professionnelle, par les professionnels, les installateurs, dans les années 60-70, grâce à son produit qui était unique sur le marché. La première innovation du groupe, ce que je dis souvent, le brevet date de 1958. Okay. Il est dans l'entrée affiché fièrement. Parce que c'est un peu les racines de la boîte. Aujourd'hui, Virquin est souvent qualifié d'entreprise innovante, mais on tient ça depuis le début. En fait, on a démarré par une innovation. Ce qui est risqué. Quand tu fais une innovation, tu as une chance que ça marche, tu as aussi une chance que ça marche pas du tout. Ouais. Ça, c'est le client qui te le dit une fois que tu les montres. Mais aussi avec la connaissance pour démarrer de distributeur et se dire, ok, donc, là il y a un besoin. Et le besoin, on y répond mal, on va essayer d'améliorer ça. C'est pas mal. C'est ça, mais il arrive aussi que quand tu fasses une innovation, tu crois régler un problème, tu le règles pas vraiment ou tu en crées un autre. L'innovation, c'est assez risqué comme métier. Enfin, c'est pas sans risque en tous les cas. Mais si tu n'en prends pas, tu décolles pas. Donc mon grand-père est parti sur une innovation, a décollé, et puis quand il a vu les volumes, il s'est dit, je vais le fabriquer. Et donc il a monté son usine,
il a mis son gendre, parce que quand tu as 2 filles à cette époque, tu prends le gendre Malheureusement, c'est pas... pour gérer l'entreprise. Ouais, Aujourd'hui, ça ferait un peu de bruit, je pense, mais voilà, c'était comme ça à l'époque, un autre temps. Et donc, mon père prend la direction technique de l'unité de production, on va dire, qui était un établissement de Virkin Sanitaire. Et puis, donc ça, c'est dans les fins des années 60, 68, 69. Et puis, un mélange d'opportunités. Le marché qui se développe toujours très fortement dans ces années-là. Les magasins de bricolage qui démarrent en France. Leroy Merlin et Casto ont commencé en France. Et mon père qui a une capacité à avoir des idées innovantes qui sortent vraiment du cadre. Il a créé beaucoup de produits qui ressemblent pas du tout à ce que ressemblait le produit précédent pour la même fonction. Donc il a cette capacité à vraiment, je vais pas dire des innovations de rupture, mais à se dire, bon, moi je pars sur un design complètement différent pour faire la même fonctionnalité. Ça, c'est une vraie force. Il est donc technique, créatif et commerçant. Donc quand tu as ces 3 compétences dans une tête, tu arrives à faire du commerce assez rapidement. Et effectivement, très vite, Virkin Plastique, l'établissement de Virkin Sanitaire, qui fabriquait le brevet de mon grand-père, a commencé à devenir gros, puis très significativement plus gros que Virkin Sanitaire lui-même. Et donc, on a filialisé l'entreprise en 1977, et on dit souvent que Virkin est né en 77. Non, l'entité juridique est née en 77. L'entreprise a démarré en 1958 quand mon grand-père a déposé son brevet. Parce que c'est ça qui a permis de monter l'entreprise. Donc voilà, l'histoire est un peu plus ancienne que ce qu'on avait l'habitude de dire. Et les années 70-80, déploiement du bricolage. Donc on est passé d'une clientèle chez Virkin Sanitaire de professionnels vers une clientèle en France plutôt de bricolage avec Virkin Plastique, donc l'entité industrielle. Et puis depuis les années 90, on a commencé à se diversifier à l'international. Mes parents faisaient de l'export, c'est ma mère qui était en charge de l'export à l'époque. Elle l'a fait beaucoup de pays. Moi, je collectionnais les timbres à l'époque, donc je voyais les zones prospectées avec les timbres qu'on avait des clients. Et donc, on s'est développé assez rapidement en Europe du Sud, en Afrique du Nord, en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. En Asie, plutôt pour le sourcing, pas pour les ventes, mais tout le reste pour les ventes. Ok. Et donc, on s'est retrouvé avec une société de taille relativement modeste. On devait faire 20-30 millions de francs à l'époque de chiffre d'affaires, dont une partie était déjà faite dans tous ces pays-là. Ok, génial. Donc, c'était naissant, c'était très faible. L'essentiel était fait en France, évidemment. Mais on était très international par rapport à la taille. Et Virkin a toujours été une société à un fort taux de business réalisé hors France par rapport à la taille du groupe. Ok. Et voilà, donc dans les années 90-2000, le groupe se développe fortement par croissance organique. Dans les années 2000, ça devient un peu plus calme en termes de croissance. Les magasins de bricolage s'étaient répartis sur tout le territoire. Il y a quasiment plus d'ouverture, ou beaucoup moins. Donc la croissance s'est calmée. On a commencé à faire des croissances externes à ce moment-là. On a fait 3 croissances externes en Russie, en Chine et en Angleterre. Okay. On a fait une première en Chine en 2005, une petite croissance externe, une petite joint venture en Chine. Et en 2010, 2011, 2012, là, 3 grosses croissances externes, Angleterre, Russie et Chine. Et là, le groupe double de taille en 2 ans, 3 ans. Ok, wow. Et donc, pour reprendre, pardon, juste on reviendra sur la partie internationale et le rachat et la croissance externe. Toi, tu nais du coup, je veux dire, dans l'entreprise. T'es né en quelle année et comment tu vis ton enfance et ton adolescence là-dedans J'ai l'habitude de dire que j'ai 25 ans, mais c'est vrai que quand je ressors mon année de naissance, ça marche pas vraiment. Il y a mathématiquement un petit problème. Je suis né le 31 janvier 72. Okay. J'ai 53 ans et je suis effectivement, alors pas né dans l'entreprise, je suis né pas loin d'ici. Il y avait une maternité place Viarme apparemment qui n'existait plus. Et je suis né à Nantes et mes parents étaient gardiens de l'usine. Donc on habitait à la semaine dans l'usine, enfin juste à côté de l'usine. Tu as vécu là-dedans. Donc j'ai vécu dans l'usine et ce que je dis souvent à mes collègues quand je visite une usine, j'arrive au niveau de l'accueil et je dis déjà bravo pour le bon travail ou attention, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'usine, alors je ne l'ai pas encore vu. Mais oreille et odeur,
À l'oreille et au nez, je sais dire si une usine fonctionne normalement ou pas. Ça ne veut pas dire que les produits sont de qualité derrière, etc. Mais voilà, une usine qui ne tourne pas normalement, je l'entends, je le sens. Ok. Et tu le vois pas? Je le vois une fois que je rentre dans l'usine, mais je l'entends et je le sens dès l'accueil. Mais c'est quoi les odeurs d'une usine qui marche bien versus une qui marche pas bien? La plasturgie, c'est une recette de cuisine. Hein, tu prends un ingrédient, tu le fais cuire. Si tu le fais trop cuire, ça sent le brûler. Si tu le fais pas assez cuit, c'est al dente, mais un peu trop al dente. Et ça n'a pas la même odeur. Ah ouais, okay. Et l'odeur du plastique qui est fondu à la bonne température, il a une odeur assez caractéristique, qui est toujours la même. Okay. Les réglages machines sont toujours les mêmes. Donc l'odeur, elle est assez constante. Quand c'est pas assez bon, pas assez chaud, ça sent pas la même odeur. Et quand c'est trop chaud, ça sent le brûler. C'est excellent. Et c'est pas normal. Même chose à l'oreille. Une machine qui est mal réglée, ou ça va même jusqu'à l'organisation de l'usine. Une usine qui est mal organisée, t'as des bruits de métal, de trucs qui tombent, de chariots qu'on pousse dans tous les sens parce qu'on en pousse 3 fois trop, etc. Une usine bien organisée, elle fait moins de bruit qu'une usine mal organisée. Ok. Et puis c'est pas les mêmes bruits. Donc voilà, c'est cette je veux dire, qualité, c'est à peu près la seule que j'ai en plasturgie, parce que j'ai jamais fait d'études spécifiques à la plasturgie. J'ai fait de l'ingénierie, mais j'ai pas fait de chimie et j'ai pas fait de plasturgie. Donc je suis pas particulièrement compétent en plasturgie, si ce n'est cette longue expérience de vie contiguë à des presses injectées dans ma jeune enfance. Ensuite, je fais des études, voilà, sans conviction, je savais pas ce que je voulais faire. Et j'ai fait des études d'ingénieur parce que nous, notre génération avait le chômage et le sida, donc je m'étais dit, là, je vais faire attention, mais le chômage, un diplôme me permettra d'y éviter. Et donc, j'ai fait des études d'ingénieur pendant 5 ans. Ça a été assez long parce que c'était pas ce qui me passionnait. Ok, d'accord. Moi, j'avais envie de bouger, j'avais plutôt un profil commerce itinérant que ingénieur sédentaire. Sans trop le savoir ou c'était un peu au fond de toi? Alors, je savais pas. J'ai su assez rapidement que c'était pas l'ingénieur qu'il me fallait, mais bon, j'étais dans l'école, c'était trop tard. Je fais partie de cette génération où t'as dit oui, maintenant tu manges jusqu'au bout. Et donc, je suis allé jusqu'au diplôme. Et le premier truc que j'ai fait dès que j'ai pu, c'est faire autre chose que de l'ingénierie. Et d'ailleurs, mon école, c'était le CNAM, le Conservatoire national des arts et des métiers. Et ils ouvraient une formation en 5 ans. Une formation à temps plein, à temps continu pendant 5 années, après le bac. Et ils ont accepté de rajouter des UV de marketing, de commerce. Et donc, là, je me suis rendu à l'évidence que c'est ce que je vais faire. Et donc, dès que je suis sorti, j'ai commencé à faire du commerce. D'abord chez Virquin pendant quelques années pour faire une carte de visite, faire les bêtises et l'apprentissage chez mon père, je me suis dit que ça aurait moins de conséquences. Et puis ensuite, je suis parti assez rapidement vers... j'avais fait mon alternance chez Schneider déjà, j'avais déjà vu les laboratoires de Schneider, très instructifs, mais pas ce que je veux faire. Et ensuite, je suis parti bosser pour des grandes boîtes. Je me disais que avec des grosses sociétés, j'apprendrais ce qu'est la structure, l'organisation, la cohérence, la rigueur, etc. Et effectivement, j'étais assez content de ce que j'ai pu y voir. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai passé de belles années chez Saint-Gobain ou chez Masco, qui est une corporation américaine. Et tu avais déjà en tête, adolescent, ou même un peu après, que tu allais reprendre Virquin? C'était un truc un peu... pas du tout. Le dimanche midi avec tes parents, dire mes enfants, vous reprendrez la boîte ou... Je pense que mes parents avaient cette idée-là assez fortement impliquée. Moi, pas du tout. J'ai toujours parlé de ma carrière, ce qui a toujours un peu surpris mes parents. Parce que quand on a une entreprise, on n'a pas de carrière, on a une entreprise. C'est pas tout à fait le même terme, sauf que moi, je considérais pas que j'avais une entreprise, j'avais pas d'entreprise. Mes parents avaient un business et je me projetais pas forcément dedans. Et comme je savais pas ce que je voulais faire, je m'étais pas positionné, je m'étais pas posé la question comme ça. Donc après l'école, j'ai fait du commerce, j'ai fait du marketing, j'ai fait de l'achat, j'ai fait de la vente, j'ai fait du design un petit peu avec les libres services chez Saint-Gobain, c'était passionnant. Et puis j'avais toujours la bougeotte. Donc je bougeais pas mal chez Saint-Gobain, j'avais 70 agences à suivre, donc j'étais tout le temps sur la route. 70 agences 70 agences sur la région centre, je m'occupais des libres services de la région centre. D'accord. Et donc, le libre service, c'était X milliers de références. Et si tu n'étais pas sur place à voir ce qui se passe dans le magasin, les gars vendaient du ciment, des parpaings, de la toiture. Mais bon, le libre service, c'était pas le cœur de gamme. Donc, il fallait souvent être dans les agences pour présenter les innovations, les promotions, s'assurer que les marchandiseurs avaient fait leur boulot de maintenance, etc. Enfin bref, que le libre service soit propre. Et donc, je bougeais beaucoup. Mais je bougeais entre Troyes, Tours, Clermont-Ferrand et Limoges. Enfin, Limoges-Clermont-Ferrand. Okay. J'avais le gros carré central.
Et à un moment, j'ai commencé à trouver le carré un peu petit, donc j'ai voulu aller plus loin. Et donc j'ai été chassé par des Américains pour vendre en France, en Europe plutôt. Donc là, j'ai commencé à tourner sur l'Europe et j'étais basé à Paris. Ok. Et donc j'ai fait pendant 3 ans un challenge qui était très intéressant. Et au bout de 3 ans, je dis bon bah voilà, maintenant je voudrais aller travailler à l'étranger. Je voudrais pas me déplacer pour aller voir des clients à l'étranger. Je voudrais être basé dans un autre pays. D'accord. Et là, on n'a pas trouvé d'entente. Alors c'est une boîte américaine, à mon avis, il y avait tout ce qu'il fallait, mais bon, il devait me trouver satisfaisant à mon poste en France, et donc il voulait que je reste en Europe pour vendre ce que je faisais, pour continuer ce que je faisais plutôt. Et donc je suis allé voir mon père, puis je lui ai dit bah écoute, moi je veux bouger, ma femme est prête à me suivre pendant 3 ans. Donne-moi une liste de pays dans lesquels on pourrait aller travailler pour Virquin pendant 3 ans. Et là, j'ai toujours cette liste que mon père me met sous le nez, d'une longue liste de pays en guerre, où il y avait de la famine ou des gros problèmes. Bon, bof. Et donc, dans cette liste, il y avait la Russie. Et là, je me dis quand même, la Russie, tiens, je connais pas du tout. Allez. Et ma femme me suit, et OK pour la Russie. Donc, on part avec notre enfant qui avait 1 an, on part à Moscou. Ah oui, incroyable. En quelle année? Et c'était pas une expatriation. J'étais le premier expat du groupe, donc je prends femme et enfant, on prend un billet d'avion, et puis sur place, on va chercher un appart. Quoi. Incroyable. Donc on s'est débrouillé un peu tout seul. C'était une expérience très intéressante. Là, c'était en 2006, on venait tout juste de démarrer l'unité de production à Moscou, à côté de Moscou, dans une ville qui s'appelle Naginsk. Et là, j'ai passé 3 ans. Alors, c'était exactement ce que je voulais. Je voulais quelque chose d'intensif, de difficile pour apprendre. Ça a été très intensif, ça a été très difficile, mais ça a été passionnant. Et je suis parti en 2010 avec une entreprise qui avait été démultipliée évidemment en taille, parce que la croissance du marché à l'époque était très forte. Zone difficile, l'administration très compliquée, tu restes un étranger surveillé. Okay. Et donc faut pas les embêter, quoi. Faut pas parler politique, il faut éviter d'avoir affaire à l'administration dans la mesure du possible, parce que le danger est réel. Okay. Bon, ensuite si tu fais un peu attention, t'écoutes les conseils de l'ambassade, tu fais pas n'importe quoi et ça se passe bien. Ouais. Mais il faut vraiment faire attention, on est vraiment surveillé. Et ça a toujours été un pays de surveillance. Et donc tu passes 3 ans en Russie, c'est ça? 3 ans en Russie. Ma fille naît pendant qu'on est à Moscou. Et puis en 2010, on fait une deuxième joint venture en Chine. Okay. Et donc là, je me dis, 2 joint ventures en Chine, il doit se passer des trucs en Chine. Je parle à ma femme qui me dit, bah écoute, pourquoi pas, mais 3 ans de plus. Mais 3 ans. Parce que du coup, ça faisait 6. Est-ce que ta femme en Russie, elle travaille ou Alors, ma femme est dentiste de formation et son rêve, c'est de faire de l'orthodontie, la pédo-orthodontie. Okay. Et donc, en Russie, elle a trouvé un cabinet tenu par des Français qui faisait de la dentisterie, mais de la dentisterie de luxe. Et là, elle a fait des trucs absolument incroyables. C'était tout près de la Place Rouge, donc il y avait tout le Kremlin qui venait soigner dedans, des gens avec beaucoup de moyens. D'accord. Et elle me disait qu'elle mettait l'équivalent d'une voiture de luxe dans la bouche d'une seule personne, ce qui est totalement inconcevable pour nous. Mais voilà, donc elle a appris beaucoup aussi et s'est éclatée. Et donc du coup, elle était OK pour partir 3 ans de plus. D'accord. Et là, ça a été une autre histoire pour elle, parce qu'on arrive à Hong Kong, on se base à Hong Kong, et là, on se rend compte qu'elle peut pas travailler. Parce que Hong Kong, c'est les règles anglaises, et les Anglais ne reconnaissent pas les orthodontistes français, apparemment. Ils doivent pas être oui, pour des questions vraiment de travail. C'est peut-être aussi du protectionnisme. Enfin, j'ai jamais su vraiment, mais en tous les cas, c'était très compliqué. Il fallait qu'elle repasse son diplôme, ce qu'elle a essayé de faire, et puis elle n'est pas arrivée. Ok, incroyable. C'est fou ça. Ok, donc 3 ans en Russie, ensuite en Chine. En Chine. Toi, à ce moment-là, t'es quoi? T'es salarié de la boîte Oui, je suis rentré comme je suis rentré même directeur commercial de Virquin Russie. Ok. Et puis après quelques mois, on a inversé les rôles avec le directeur général, parce qu'on s'est rendu compte que lui il vendait beaucoup mieux que moi, et puis que moi je gérais mieux l'usine que lui. Ah oui. Okay, donc on a inversé nos rôles d'un commun accord, et puis ça s'est très bien passé. Et en Chine, pareil, je suis arrivé, j'étais directeur. Il n'y avait pas vraiment de titre. Voilà, j'étais responsable de la zone Chine, on va dire. Et fallait que ça tourne, quoi. Voilà, fallait que ça tourne. Là, ça a été une autre histoire, parce que donc j'avais 2 usines, une à Shenzhen qui fabriquait des moules et un petit peu d'injection, avec un associé minoritaire qui pilote,
et une à Zhongshan, au sud de Canton, avec un associé minoritaire qui est censé pas piloter. Et dans les deux cas, c'était pas du tout ce qui était écrit qui se passait dans la réalité. Donc, j'ai mis 8 ans à suer sang et eau pour rendre cette filiale lisible, enfin ces deux entités lisibles, que j'ai fini par regrouper d'ailleurs. Et ça se termine souvent comme ça en Chine. Tu sors, le minoritaire te harcèle au plus haut point jusqu'à ce que tu payes ce que ça ne vaut pas pour qu'il parte. Okay. Et puis une fois que tu es tout seul, ça marche assez normalement. Donc j'ai mis longtemps parce que c'était dur. On s'y était sans doute un peu mal pris au départ. Et ça fait partie des retours d'expérience. Moi, j'aime beaucoup le retour d'expérience. Ça évite de faire les mêmes erreurs un trop grand nombre de fois, on va dire. Et ça fait partie des retours d'expérience. C'est 3 croissances externes coup sur coup. La 4e, qui aura lieu un jour ou l'autre, se passera pas du tout de la même façon parce qu'elle sera pas opportunistique et traitée un peu rapidement comme on a pu le faire ça, parfois. Il y a un travail de juridique et de due deal qui est à faire de façon très méticuleuse. Et je pense qu'on est allé un peu vite. Ok. Embarqué par des pieds de confirmation de c'est super et on rentre en Chine, etc. Mais c'est pas si simple que ça, il faut savoir où tu mets les pieds, sinon tu peux te prendre une grosse gamelle. Donc on s'est pas pris une gamelle, mais je pense qu'on est passé plusieurs fois pas loin de la correctionnelle. Et donc ça m'a pris 8 ans. Donc là, mon épouse a trouvé le temps un peu long, 8 ans en Asie. Vous étiez 8 ans en Asie. Ok, donc tu passes 3 ans en Russie, 8 ans en Chine. Et là, j'ai une femme qui un jour ou l'autre m'a rappelé à l'ordre en disant allez, je veux travailler en France. Ok, ça marche. Et donc on est rentré en France fin 2018. Et là, on a mis en place, on a modifié la gouvernance parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de gouvernance entre mon frère et moi, enfin entre mes frères et moi. On avait les assemblées générales. J'ai un frère qui est opérationnel avec moi, il y a un qui est sleeping partner, et ça marchait pas vraiment parce qu'il y en a un qui n'était pas du tout impliqué, l'autre qui était très impliqué mais qui n'avait pas la même vision que moi. Et quand il fallait prendre une décision, un jour, on s'est retrouvé un pour, un contre, une abstention. On s'est dit, ça marche pas. 3 tiers, ça doit être un nombre impair. Je crois que c'est Churchill qui disait pour diriger une entreprise, faut être un nombre impair et 2 c'est déjà trop, ou 3 c'est déjà trop. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. On s'est dit que pour que ça gère bien, il fallait qu'il y en ait un qui prenne le lead, les responsabilités et le lead, avec les avantages et les risques qui vont avec. Et donc j'ai racheté une part des actions d'un de mes frères. J'ai pris la présidence du groupe. Et puis là, j'ai commencé à faire ce que j'avais envie de faire depuis longue date, que j'avais appris dans ces grandes entités, c'est mettre de la rigueur, mettre en place des méthodes standards. Et encore par certains aspects aujourd'hui, on voit bien que tu retrouves l'historique des boîtes dans leur façon de travailler aujourd'hui. Et ça, c'est pas normal parce que les entreprises, les business units, comme on les appelle chez nous, devraient progressivement tendre vers quelque chose de standard. Soit tu es une business unit de distribution, soit tu es une business unit de production, soit tu es une business unit de vente exclusivement. Mais dans tous les cas, tu peux avoir des méthodes de travail qui se ressemblent. Et on n'est pas encore allé tout à fait au bout de ça, mais pendant 5 ans, je me suis amusé pendant le Covid, parce que j'ai pris la présidence à peu près pendant le Covid. Et on a déménagé 4 sites de production, on en a fermé un, on a remplacé beaucoup de matériel, j'ai changé le COMEX, j'ai remplacé beaucoup de monde et de machines et d'entreprises et d'usines pour moderniser notre société, notre groupe, et le mettre en ordre de marche de façon un peu plus cohérente, on va dire. Moi, je trouve que il y avait plein de bonnes initiatives dans tous les sens, mais ça tirait à 360 degrés, et donc, quand t'as les chevaux qui tirent à 360 degrés, t'es pas certain d'avoir une grande vitesse sur la voie romaine, c'est ce que je veux dire. Et donc là, on est en train petit à petit de remettre, et ça y est, depuis 3 ans maintenant, le groupe a pris une vitesse de chiffre d'affaires. Alors, chiffre d'affaires, on est toujours un peu faible en termes de croissance organique, mais je pense que 2026 va apporter des bonnes nouvelles. Et en termes de rentabilité, on voit bien que le fait de tous travailler, de plus travailler dans le même sens, on va dire, apporte une vraie efficacité. Donc, globalement, on arrive à faire le travail un moins grand nombre de fois pour le même résultat. Ok. Ce qui est donc intéressant. Bonne nouvelle. Comment vous faites le développement international? Qu'est-ce qui fait que vous êtes développé comme ça? Vous avez forcément des concurrents parce que le marché il est juste immense sur le sujet, on va dire sanitaire, mais tu as quand même un développement. Tu me parles de Russie, tu me parles de Chine. Oui. Alors, c'est quoi la recette? Je ne sais pas s'il y a une recette, mais c'était l'innovation produit. S'il y avait une recette, il n'y aurait plus d'argent à faire. Parce que c'est justement parce qu'il n'y a pas une recette que c'est risqué, que c'est pas facile et que tu peux te planter sérieusement et méchamment, et puis il y a des escroqueries aussi, et puis t'es pas payé, etc. Donc c'est un risque.
Maintenant, c'est comme la bourse. Hein. Si tu veux pas prendre de risque, tu prends un PEA, tu es certain de gagner de l'argent. Pas beaucoup. Ouais. Et si l'inflation repart, tu es peut-être même en train d'en perdre. Donc, si tu prends pas de risque, tu n'as qu'une seule certitude, c'est que tu vas pas gagner d'argent. Donc, il faut prendre des risques. Et ensuite, c'est comment tu identifies le niveau de risque que tu prends et quel garde-fou tu mets autour de cette évaluation à due proportion. Parce que si tu mets le même niveau de garde-fou que tu veux ceinture et bretelles partout, tout te coûte cher et tu gagnes pas d'argent. Et si tu mets aucune bretelle parce que t'inquiète pas, ça va marcher, la fois où tu plantes te bouffe la marge que tu as fait sur les 3 autres. Ça va marcher. Donc, c'est un équilibre entre le niveau de risque et le coût des barrières de sécurité. La genèse de l'export, c'est très clairement mes parents qui avaient une vision, je pense, d'internationalisation à marche forcée. Aussi loin que je me souvienne, nos valises ont toujours eu 2 côtés, un côté vêtements, un côté échantillon. Ce que j'ai compris beaucoup plus tard, on n'est jamais parti en vacances, mes parents sont toujours partis faire du commerce dans un pays nouveau. Quoi. Ah ouais, incroyable. Et parce qu'il y avait un produit qui était différenciant. Oui, alors tu as déjà ça. Hein, les pays moins développés en termes de gestion de l'eau, quand ils nous voyaient arriver avec un 3 litres 6 litres, c'était révolutionnaire pour eux. 3 litres 6 litres, c'est Alors 3 litres 6 litres, c'est avant, tu tirais la chasse, tu avais du temps de porcher, que ta grand-mère a bien dû connaître, tu tirais sur une petite boule et tu as 15 litres qui se vidaient pour chasser un petit pipi. Et un jour, il y a quelqu'un dans les normes qui s'est réveillé, qui a dit c'est peut-être beaucoup d'utiliser 15 litres, est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? Est né le 3 litres 6 litres, dont Virquin est l'un des précurseurs. On a été de nombreux à balancer cette innovation un peu plus ou moins en même temps. Et là où nous, on a été innovants, c'est qu'on s'est dit un mécanisme à changer, c'est une galère. C'est compliqué, je sais pas si tu en as déjà changé chez toi, mais une fois que tu l'as fait, tu sais qu'il faut appeler un plombier parce que c'est quand même un petit peu technique et tu peux avoir des mauvaises surprises. Et donc, on a fait un système à câble qui faisait qu'il y avait rien à régler. Et ça, je pense que c'est vraiment le succès, l'origine du succès des innovations de Virquin. On s'est toujours dit, faut gagner. Il faut gagner du temps, il faut gagner de l'eau, il faut gagner de l'argent, il faut gagner de la facilité à poser le produit. Et on a toujours surfé sur l'un de ces 4 piliers, ou plusieurs. Il y a des produits qui gagnent et du temps et de la place sous le lavabo. On a toujours fait des siphons qui gagnent de place parce que quand tu as un petit meuble où tu peux mettre ta trousse de toilette et 3 serviettes, si tu peux en mettre une 4e, c'est pas mal, c'est les 4 à la maison, quoi. Et j'ai perdu mon fil. Non, mais la partie innovation, tu vois, et voilà, et l'industrialisation, et comment tu te développes. Et quand tu arrives dans un pays qui est pas mature en termes de technologie, et tu arrives avec l'innovation d'un pays qui est un peu plus mature, tu as une génération d'avance. Donc évidemment, je vais pas dire que tu rentres comme dans du beurre, mais c'est plus facile. Maintenant que le monde est plus globalisé, les Chinois exportent leurs produits partout dans le monde, c'est un peu moins la surprise quand tu arrives. Maintenant, on a toujours des innovations. Là, on est en train de lancer un produit qui s'appelle AirConnect, qui est, à mon avis, un très bon produit. Pareil, on prend ce produit et on va cibler un nouveau pays. C'est un door opener, ce qu'on appelle les door openers. Les gens ne connaissent pas, me disent ça c'est vraiment intéressant. Je comprends facilement en quoi ce produit est innovant. Je le mets dans mon magasin. Ça se vend bien parce que ça règle un vrai problème. Et derrière, on arrive avec nos catalogues, on va dire, entre guillemets. C'est quoi ce produit? Tu sais le dire? AirConnect, oui. Alors c'est une... Ce que tu sais peut-être pas, c'est que... tu te souviens du système de pompe à vide dans tes toilettes? En cours de physique, tu as dû voir ça. Ouais. De mon temps. Je commence vraiment à parler comme un vieux. Bon temps, dans les cours de physique, tu avais le robinet au-dessus de la paillasse de physique. Ouais. Tu avais un robinet, puis tu avais un Y sous le robinet. Un tuyau connecté directement au robinet, et un Y. Et tu faisais couler le robinet, l'eau passe dans la ligne droite du Y, et si tu mets ton doigt sur la partie incurvée du Y, tu sentais que ça aspire. Ok, ça me parle pas, mais... Tu pourras faire l'essai, ça marche. Okay. Ça aspire, ça s'appelle une pompe à eau. Le principe de la pompe à eau. Et le problème, c'est que ton WC, quand il rejoint la canalisation, il y a un Y. Tu as ton WC ou le WC du voisin du dessus, et puis tu as le Y sur lequel ton lavabo est raccordé. Donc quand ton voisin du dessus tire sa chasse d'eau, tu as l'eau de ton lavabo qui part dans le tuyau. Tu sais à quoi sert l'eau dans le siphon de ton lavabo? Aux odeurs? Tout à fait. C'est pas pour retenir la bague, c'est faux. C'est pour les odeurs, pour éviter aux odeurs d'égout de remonter par le tuyau, etc. Et d'ailleurs, selon le sens du vent autour de ta maison, tu enlèves le siphon, en 2 secondes, ça peut sentir mauvais. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait pour bloquer les odeurs. Et donc, quand cette pompe à eau a fini d'aspirer ton siphon, tu as les odeurs qui rentrent dans ta salle de bain. Tout le monde
toi y compris je suppose, moi c'est certain, a connu une salle de bain, tu arrives le matin, ça sent pas bon. Oui. Tu fais couler un peu d'eau dans la douche, généralement c'est la douche, un peu d'eau dans la baignoire, un peu d'eau dans le lavabo, tu as réglé ton problème. C'est ça. Faut réamorcer les siphons. Et nous on s'est dit, plutôt que de tous les matins, parce que t'as les maisons, c'est un vrai problème, hein, des installations qui ont été mal faites, et c'est pas toujours évident, parce que la mécanique des fluides c'est quand même pas toujours simple, c'est pas trivial. C'est pas toujours évident de savoir si c'est bien fait ou mal fait. Tous les matins, remplir ton lavabo ou ta douche parce que ça sent mauvais, c'est un peu pénible. Et nous, on s'est dit, on va mettre une prise d'air directement à l'origine du mal, dans le tuyau de raccordement d'évacuation du WC. D'accord. C'est-à-dire qu'on désamorce toute cette pompe à vide, parce que je te parle de ton voisin dessus, mais dans une tour de 30 étages, le gars qui tire sa chasse tout en haut, il désiphonne 60 appareils. Hein. C'est un lavabo et une baignoire par étage, hein, donc, ou une douche par étage. Donc, ça peut être vraiment problématique. Le voisin du haut, tu lui mets une pipe Air System, Air Connect, on appelle ça, avec un antivide, et l'air, au lieu de venir le chercher dans ton siphon de lavabo, il va le prendre directement à la sortie, et donc il va désamorcer avant même que l'eau soit arrivée à hauteur de ton étage. Ok. Et donc, c'est un produit qui apporte un vrai plus. Donc ça, vous avez une partie R&D chez vous bien sûr. Qui développe... c'est vrai que je t'ai pas dit, mais Virquin pense, conçoit, développe, fabrique et vend ses produits. Okay. On a 5 métiers. On a également la livraison. Je pensais que c'était pas un de nos métiers. On a essayé de le sous-traiter, mais ça n'a pas bien marché. Parce que la livraison, si tu la fais mal, 2 heures après, ton client t'appelle en disant « Mais où est ma commande ?» Donc vous avez des camions Virquin, c'est ça que tu veux dire ? On n'a pas intégré, mais on a voulu l'externaliser et on est revenu en arrière. Parce qu'en fait, si c'est pas un métier spécialité de Virquin, c'est un métier qui doit être très bien fait si le client n'est pas satisfait. Et c'est quand même dommage d'avoir bien fait les 5 premières étapes et de te retrouver avec un client insatisfait juste parce qu'un transporteur l'a mal livré. Quoi. Ouais. Donc, on a repris la main sur la gestion de la logistique. C'est le dernier des métiers. Mais avec la qualité, c'est celui qui, s'il n'est pas bien fait, ça sert à rien de faire tout le reste. Ouais, bien sûr. Vaut mieux rien faire que tout bien faire et puis de se planter sur la dernière étape. C'est celle qui coûte le plus cher quelque part. Voilà, que dire... R&D, pardon, je veux bien creuser la partie R&D. Alors, R&D. Comment tu identifies le problème, comment tu as des équipes qui trouvent les solutions et comment tu te dis, là je la passe en prod pour développer, parce que là il y a un marché, il y a des choses. Alors, personnellement, je suis convaincu que l'innovation, c'est un clé facteur de succès absolument essentiel. Et donc, si je te donne mes secrets, je vais être obligé de repartir avec ton micro, ce serait dommage. Mais je vais quand même te donner quelques astuces qui sont au final que du bon sens. Je suis ingénieur. Ouais, ingénieur, c'est bien. Donc, je suis capable de faire plein de choses. Et puis, quand je fais les choses, c'est bien. Le problème de ça, pourquoi je te dis ça ? Parce que la France est un pays de très bons ingénieurs. Et que l'ingénieur est quelqu'un qui a appris des techniques complexes et qui du coup se complaît dans une forme de complexité. Je sais pas si je veux dire, ouais. Et le risque de ça, c'est de finir par faire de l'innovation pour soi et puis pour le client. Et nombre de fois, j'ai vu dans mon parcours, et pas que chez Virquin, hein, bien évidemment, c'est une maladie entre guillemets qui plutôt française, mais qui pas que. C'est des gens qui viennent avec une innovation technique qui esthétiquement, dans la technique de la technique, est belle, mais pour le client, pour l'installateur, pour l'acheteur, pour l'utilisateur, alors là... T'as pas mis d'intelligence artificielle dans le siphon, voilà, c'est ça. Si je commence à parler litre-minute sur des mécanismes ou des systèmes de vidage, je suis pas sûr que même les plombiers comprennent de quoi je parle. Non pas parce que c'est techniquement complexe, mais parce que simplement personne n'a aucun ordre de grandeur. Et donc, il faut avoir le bon discours, il faut avoir la bonne innovation, et qu'il soit capable de se comprendre. Je vais te prendre un autre exemple. On a, dans cette techno membrane anti-vide, on a lancé l'un des premiers produits, ça va être le deuxième à l'époque, c'est le nano. C'est un système, je t'en parlais tout à l'heure, de gagner la place sous le lavabo, pour les petits meubles. Un nano, c'est très bien, ça fait 67 mm sous le lavabo, et ça te permet de siphonner ton lavabo, et de garder donc beaucoup de place pour tout le reste. Et ce produit a plein d'avantages. Tu as un culot c'est un système qui se déclipse, plutôt que de se dévisser. Tu as des écrous qui sont prisonniers, ce qui fait que quand tu le défais, tu le fais un quart de tour, il peut pas tomber. Donc tu vas pas le perdre, aller chercher, oublier le joint, etc. Le joint est surmoulé, tu peux pas l'oublier, tu peux pas le casser. Il se ferme en un quart de tour, t'as pas besoin de prendre une clé à molette pour être sûr que tu as bien inséré. Quand il a atteint sa position, c'est que c'est bon.
Qu'est-ce que tu as d'autre? La membrane, qui fait qu'il est très faiblement encombrant en hauteur. Le corps qui s'incline de 2 degrés pour venir chercher le tuyau déjà incliné. Bref, plein d'idées. La meilleure idée, elle n'est pas là-dedans. C'est une autre. Et quand on l'a mis sur le packaging, j'ai dit non seulement ça fait une tartine de texte que personne ne va lire, et 2, ça rend illisible les avantages qui, eux, sont évidents. L'avantage qui est évident sur ce produit, c'est son encombrement. Okay. Et on a fait le choix marketing, et c'était une première, et c'était assez surprenant. On était nous-mêmes surpris de la conclusion, mais on y allait et ça marche. C'est de dire, le produit est faible encombrement, très faible encombrement, le plus faible du marché, et le produit peut le siphon peut se sortir à l'intérieur du lavabo et se nettoyer dans le lavabo. Parce que, je ne sais pas si tu as souvenir de ton premier siphon que tu as débouché, tu l'as dévissé en dessous, tu l'as jeté dans le même lavabo, tu l'as pris sur les pieds, tu te dis, bah oui, effectivement, c'était évident. Celui-là, tu peux le faire. Tu peux le faire parce que tu le sors par le dessus. Okay. Mais donc, on ne dit pas qu'on peut le sortir par dessus. Et on est arrivé à la conclusion que très probablement, à un moment ou à un autre, ils allaient tirer dessus parce que c'était bouché. Là, ils vont se rendre compte que ça se nettoie dans le lavabo. Et là, ils auront compris. Ils vont faire 6 mois, 1 an après l'avoir acheté. Et là, ils se diront, ah bah tiens, Virkin, c'est sympa. C'est pour ça que le produit est marqué Virkin. Ouais. Et pas sur le packaging parce que ça rend le produit illisible. Et donc, ça réduit la capacité du client à l'acheter au bon moment. Parce que tu sais, tu prends ta décision en assez peu de temps pour le client. Donc voilà, donc on a fait des choix. Et l'innovation, il faut vraiment répondre à un besoin qui existe, mais qui se comprenne. Et s'il n'existe pas, ou qu'il existe, mais que personne n'est au courant, qu'est-ce que tu vas répondre à une innovation sur un problème dont tu n'es pas au courant qu'il existe, ou qu'il n'existe pas? Comment tu fais pour protéger ces innovations? Parce que j'imagine que vous regardez entre concurrents et que dès qu'il y a une bonne idée qui sort, c'est repris, c'est un peu une course, tu as des brevets. Oui, ça, c'est l'histoire du commerce, ça a toujours été, et je pense que ce sera toujours. Et quelque part, je me dis c'est presque une bonne chose. Les Chinois ont probablement raison. Le fait de copier, si tu copies pas de façon servile, si tu apportes quelque chose, tu mets un peu d'intelligence, tu enlèves ce qui a été mal fait, tu rajoutes une idée à toi, je trouve que c'est honorable, respectable. Faut pas le faire tout de suite, faut laisser le concurrent un peu surfer sa vague, parce que c'est quand même lui qui a eu l'idée au premier, etc. Mais voilà, je vois pas trop d'inconvénients. Et puis si c'est pas protégé du tout, bah tant pis pour lui. Maintenant, le brevet, j'en discute régulièrement avec des gens autour de moi, des spécialistes du sujet, et je t'avoue ne toujours pas avoir de certitude en la matière, parce que le brevet te protège d'un élément qui est tellement bien décrit que tu peux le contourner assez facilement. Que tu modifies un élément de la description, tu n'es plus dans le brevet. Ouais. Et donc, merci de m'avoir donné les éléments techniques pour pouvoir le contourner. Donc, je vois bien que c'est la bataille des boîtes internationales, des grosses boîtes sur la course au brevet. Je pense qu'ils font plus vivre les avocats que la boîte elle-même. Ou alors, l'objectif, c'est de tuer le concurrent qui s'approche de ton brevet. Et c'est pas ma philosophie. Je préfère avoir un temps d'avance plutôt que de garder un temps de retard sur les autres. Okay. De faire garder un temps de retard aux autres, plutôt. Ouais. Donc, voilà, pour moi, l'intérêt du brevet, c'est plus dans garder un temps d'avance que d'empêcher les autres de récupérer le temps de retard qu'ils ont. Et pour moi, c'est pas ma vision du commerce. On a des concurrents qui nous ont écrit des courriers assez désagréables et en plus assez peu justifiés en la matière. Moi, j'écris rarement à des concurrents qui me copient. Et pourtant, il y en a. Ok. Si on parle un peu d'industrie, on parle de plus en plus de l'impression d'industrie, de réindustrialiser la France, ce genre de choses. Vous produisez encore en France? Bien sûr. Ouais. C'est quoi ton point de vue là-dessus? C'est une bonne question. J'ai 2 jours. Alors, d'abord, c'est un sujet complexe. Je pense que beaucoup de monde n'ont pas en tête et la complexité et le risque du sujet. La France s'est désindustrialisée, non pas parce que les Français sont mauvais, non pas parce qu'ils ont X semaines de congés payés, non pas parce qu'il y a plus d'absentéisme à l'extérieur, etc. La France est un pays très intéressant pour produire. En réalité, presque tout est fait pour produire. C'est une démocratie. Il y a des très bonnes écoles. Il y a de la main-d'œuvre disponible. Alors, on n'est pas à 1,3 milliard comme en Chine, hein, c'est sûr, mais on a de la main-d'œuvre disponible. Il y a du chômage, donc il y a des bras. On a des lois qui sont claires, certes nombreuses, certes contraignantes, mais claires, et qui, quelque part, si elles nous embêtent dans notre façon de travailler, elles nous protègent aussi.
Donc ça, faut pas l'oublier. On parle de la surréglementation, mais on est quand même bien content qu'elle soit là. Sinon, nos enfants mangeraient des trucs bizarres certainement. Et malgré tout, ça suffit pas. Donc, bon. En tous les cas, pour moi, il y a tout pour bien faire en France. Maintenant, tu as la France qui est à 20 euros de l'heure. Bon, je sais plus ce qu'ils vont mettre là-dedans. La Chine est à 2 euros. Et la Chine, quand un Chinois bosse moins de 60 heures par semaine, c'est un problème. On a eu un audit social de Leroy Merlin, enfin le groupe ADO, en Chine, dans notre usine de Chine. Et ils nous ont dit c'est inadmissible, vous devez descendre à 48 heures. J'ai dit pourquoi à 48 heures? Parce que c'est les normes anglaises ou normes françaises. J'ai dit mais vous n'êtes pas en France si vous êtes en Chine. Et je leur ai fait assister à un tour de table avec des Chinois et je leur ai dit les gars, vous n'allez bosser que 48 heures maintenant. Je lui ai dit qu'est-ce que vous allez faire? Et tous ont dit on va démissionner. Donc je dis monsieur le client, qu'est-ce que vous voulez? Une usine qui bosse 60 heures ou une usine qui bosse pas? Parce que si vous voulez faire des 35 heures en France, en Chine, ça va pas marcher. Les gens vont partir. Et pourquoi ils partent? Parce qu'ils sont payés X, c'est 42 heures, je crois, le temps de travail en Chine. Et ils sont payés en heures sup le reste du temps. Et les Chinois ont envie de gagner de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils bossent plus. Gagner plus, travailler plus pour gagner plus, ça marche vraiment en Chine. À tel point que ce sont les salariés qui l'imposent. Évidemment, il y a des dérives. Évidemment, il y a des systèmes qui marchent pas. Évidemment, il y a des entrepreneurs qui ont dû en abuser, etc. C'est beaucoup moins vrai. Aujourd'hui, la Chine est quand même un pays qui s'est beaucoup modernisé. Mais le calcul qu'on faisait sur nos produits, c'est certainement pas vrai sur tout, ça dépend des typologies de produits et des typologies de codes douaniers. Mais un produit qui me coûte 100 à Shenzhen, sur la plateforme logistique de Shenzhen, il me coûte 106 rendu à Carquefou. Sachant que les salariés coûtent 10 fois plus cher et travaillent 2 fois moins, à quel moment je vais être compétitif? Donc, malgré tout, on arrive à l'être, enfin je pense. Je suis pas défaitiste dans le sens où j'ai jamais bien compris pourquoi les droits de douane étaient un problème. Oui, il y a une réciprocité, pas tout le temps la preuve. On vient de se faire passer 15% sans réagir, donc c'est que c'est possible. Et puis, je ne vois pas pourquoi, quand bien même on vendrait un peu moins de champagne en Chine, à quel moment ce serait négatif pour la France ou l'Europe de se protéger d'une vague submersive de produits chinois. Avec en plus, j'imagine, des qualités soit de production, soit de respect justement de normes, que ce soit environnementales ou sociales, dans les choses, qui sont, j'imagine, quand même un cran plus élevé entre l'Europe et la Chine et le pays asiatique. Alors, je ne suis pas un spécialiste des normes. Ce que je peux te dire, c'est que on ne fait quasiment plus de chromage en France. Les produits chromés, c'est les pièces métalliques ou plastiques recouvertes d'une couche de chrome pour qu'elles brillent. Ça n'existe plus en France. Pourquoi? Parce que la France, l'Europe d'ailleurs, a mis en place des normes. Le chrome, c'est polluant, c'est cancérigène. On veut que vous respectiez tel et tel talent. Ce qui fait que tu avais besoin de construire une centrale nucléaire pour combien de pièces plastiques? Tout est parti en Chine. Donc, on a envoyé en Chine la pollution qu'on ne voulait plus faire en France. En fait, c'est ça qui s'est passé. Quelque part, là, c'est l'aspect négatif des normes. C'est plutôt que de trouver un moyen intelligent de réduire la pollution, on a envoyé notre pollution en Chine. Ce n'est ni moralement bien, ni économiquement efficace. Mais c'est bien ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, les Chinois, ils ont dit, vous êtes gentils avec votre pollution, mais on va mettre des règles en place. Et les usines de chrome que j'ai visitées en Chine, elles sont reliées directement au gouvernement local, qui suit les niveaux de qualité de prélèvement d'eau qui ont lieu toutes les heures. Je pense. C'est une usine de tableaux électriques qui envoie les informations chimiques directement au gouvernement pour démontrer qu'il ne pollue pas, il respecte les normes. Donc il y a des normes qui sont extrêmement strictes, elles existent, et comme bien souvent dans les pays en voie de développement, les normes sont les mêmes que partout, sauf qu'elles sont plus ou moins respectées, et plus ou moins enforced, appliquées par les juridictions locales. Donc la Chine a des règles, et ces règles évoluent petit à petit. Les Chinois font les choses intelligemment, ils avancent, ils savent bien que toutes les entreprises ne payent pas toutes les cotisations sociales, retraites, etc. C'est connu, et ils savent bien que s'ils demandent tout d'un coup, ils vont tuer le business, donc ils le font progressivement. Contrairement à nous, en France et en Europe, où je trouve on a tendance à dire 2035, c'est fini, il n'y aura plus de moteur thermique, et puis après obligé de rétro-pédaler, parce qu'évidemment, c'est compliqué, c'est bizarre. Oui, il y a je sais pas combien de millions de salariés qui dépendent de l'industrie thermique,
Et puis on dit en 2035 tout aura changé. Peut-être, mais peut-être que tout le monde sera au chômage aussi. Donc rétropédalage, tout ça, ça montre moins de préparation que la Chine qui a une vision très long terme. Et les Chinois bossent bien, ils bossent beaucoup, pour pas cher, et ils ont envie de bouffer le monde, et ils sont en train de bouffer le monde. Ouais. Ils sont à 35% des biens industriels produits en Chine. En 2050, ce sera 50%. Donc dans 15 ans, la moitié de l'industrie sera en Chine. C'est en train de se passer. Et je ne vois pas dans les débats actuels, qu'ils soient entre entrepreneurs, ou qu'ils soient au niveau de l'État, ou au niveau de l'Europe, quoi que ce soit qui m'indique que demain, on sera mieux armé par rapport à la Chine. Il va falloir qu'à un moment, on arrête d'avoir peur de prendre des décisions, pour prendre des décisions qui s'imposent, pour arrêter de mourir. Là, on est en train de saigner et on se base sur la couleur du pansement qu'il va falloir mettre sur la plaie. Ouais. Sachant que le pansement n'est pas la solution parce que la plaie fait des 20 cm de long et qu'il y a 2 artères de couper. Donc, faut changer le débat de niveau. Je pense que l'Europe a compris, l'État aussi a commencé à comprendre que la naïveté, c'était bien. Je crois qu'on est en train d'arrêter nos subventions aux pays en voie de développement à la Chine. À mon avis, c'est juste 20 ans trop tard, mais bon, pour te dire à quel niveau on est rendu. Mais je crains que le temps qu'on passe de la prise de conscience à la rédaction des textes, à l'acceptation des textes et à la mise en opération effective, et ensuite couper tous les contournements inévitables qui vont se mettre en place pour contourner toutes ces nouvelles normes qu'on va mettre en place, il va se passer 20 ans, et dans 20 ans, je ne sais pas quelle entreprise industrielle sera encore en vie face à des Chinois qui ont décidé de tout bouffer. Ouais. Quand j'en ai parlé avec les Chinois, ils disent pas souvent ce qu'ils pensent, mais ça leur arrive de dire ce qu'ils pensent. Okay. Et une fois, j'ai discuté avec je me demande si c'était pas un mix d'entrepreneurs et de politiciens, parce que souvent là-bas, les politiques ont leur business, ça facilite les choses, certainement. Et je lui avais dit, mais on sent que vous avez vraiment envie de gagner la compétition économique mondiale. Et il m'a répondu, et il rigolait pas, il m'a regardé d'un air presque menaçant, en disant, c'est pas qu'on souhaite, c'est qu'on le mérite. Ah ouais. Je crois que ces mots, alors c'est traduit, mais on nous le doit. Okay. C'est-à-dire la Chine s'est fait humilier pendant pas mal de siècles avec les comptoirs, avec les Européens qui se battaient chez eux, pour les plumer, certainement. Une sorte de revanche. Oui, il y a très clairement une revanche, et à leur place, je serais sans doute un peu pareil. La grosse différence entre les Chinois et l'Europe, c'est que les Chinois, ils sont 1,3 milliard derrière Xi Jinping, il n'y a pas une tête qui bouge, et le jour où il dit en avant, ils y vont tous, et ils sont en train d'y aller, et nous, on est en train de discuter du processus budgétaire et du 49.3, les Chinois, ils rigolent. Ouais. J'aurais aimé que tu vois la tête de l'Assemblée. À Hong Kong, il y avait une réunion des entrepreneurs chinois, et il y avait le consul ou l'ambassadeur chinois en France qui expliquait à cette assemblée d'entrepreneurs chinois les 35 heures. Mais ils comprenaient même pas. Ils comprenaient pas le concept. Mais pourquoi vous avez fait ça? Vous voulez mourir? Ouais. Ils étaient presque attristés de cette approche. Alors, c'est sûr, ici, quand tu bosses sur une machine 35 heures par semaine, tu dors bien le soir, tu es fatigué, c'est clair. 35 heures, c'est moins fatigant que 39 ou 42, 48 ou 60. Mais n'empêche, il y en a qui bossent 60. Ouais. Et nous, à 35, on doit se battre contre les 60. Ouais. Une semaine en Chine, c'est presque 2 semaines en France. Quoi, oui, c'est à peu près ça. Et c'est très difficile d'être compétitif. En 3 mois, les gars, toi, tu mets 1 an ou 2 ans à développer un produit. Eux, ils mettent 3 mois. Donc, ils prennent ton produit, ils en font la photocopie. 6 mois après, tu retrouves ton produit sur le marché 2 fois moins cher que toi, tu le fabriques. Ouais. Ils sont capables de faire ça. Et ils le font vite. Et ils le font relativement bien. Et là, maintenant, ils sont sortis de cette phase de copiage bête et méchant. Maintenant, ils innovent. Ouais. Ils arrivent avec des voitures. J'ai des amis qui me disent BYD, c'est quand même pas mal ce qu'ils font. Hein. C'est très bien, je crois. Enfin, de ce que j'en ai compris, c'est impressionnant. Ouais. C'est très bien. Et donc, tu as des gens qui vont acheter BYD sans comprendre qu'ils achètent leur chômage futur. Ouais, donc la question, c'est comment on protège tout ça. En tout cas, comment on se... Si tu ne le protèges pas, moi, je serais très curieux de connaître les vrais chiffres. Parce que je pense que c'est le genre de sondage que tu fais. C'est comme le Front National il y a 20 ans. Personne ne voulait voter pour eux au sondage. Puis aux élections, ils ramassaient 20% des voix. Ouais. Donc, il y a une petite honte. On sait bien que c'est pas bien. Il vaudrait mieux acheter Renault que BYD. Mais n'empêche qu'au final, quelle proportion vont acheter BYD parce que c'est mieux et moins cher? Ouais. Bien sûr. La moitié. Ouais. On commence à en voir de plus en plus ici. J'ai entendu des chiffres. Tu sais combien d'avions atterrissent chaque jour de Chine en Europe pour livrer les produits Chine et Temu et compagnie là? Non, je sais pas. 600 avions.
Chaque nuit. Ah ouais. 600 avions. C'est 12 millions d'acheteurs ou d'achats, je sais plus, rien que sur Chine en France par an. Tout le monde achète. Il y en a qui doivent acheter tous les jours, mais c'est dramatique en fait ce qui se fait. Et nous, on est en train de mettre des LED pour consommer moins d'énergie. On se fait livrer nos affaires par avion de Chine. Ouais. On marche sur la tête complet, quoi. Et ça, je pense que le temps que la population, dans son ensemble, dans sa majorité, commence à comprendre ce phénomène et commence à changer ses comportements, les industries françaises et européennes seront mortes, bouffées ou rachetées. Ça, c'est l'étape qui est en cours maintenant. C'est plus livré de Chine, c'est fabriqué en Europe par des Chinois. Ça marche. Ouais, c'est un sujet à la fois complexe et en même temps, individuellement, je dis, est-ce que les gens ont envie de bosser 60 heures Clairement pas. Forcément pas. De toute façon, une fois que tu as donné, c'est des évolutions à cliquet, tu ne reviens pas jamais en arrière. Si les gens veulent pas bosser plus, non, c'est un acquis, on va pas revenir en arrière. Et puis, à quelle vitesse on va être prêt d'accepter que notre comportement a un problème, génère un problème économique sur le long terme, moyen long terme, et donc il faut que je change mon comportement, mais je gagne la moitié du SMIC, et comment je vais m'acheter une voiture plus chère avec des revenus qui sont insuffisants. Ouais. Donc c'est une équation extrêmement complexe. Comme toute équation, je pense qu'on peut trouver des solutions, il faut trouver des solutions. Je crains qu'on ne soit pas en train d'aller dans le sens de trouver des solutions, mais plutôt dans le sens de faire démouliner avec les mains pour expliquer qu'il faut voter pour moi, mais pas pour l'autre. Ouais. Et ça ne nous fera pas gagner la guerre économique. Pour revenir sur la partie industrie, du coup, de ton côté, vous avez plusieurs usines un peu partout dans le monde, parce que On en a 6, oui. On a une usine en France, qui est l'usine historique, alors qui n'est pas la première usine, celle dans laquelle je suis né, elle est à 200 mètres à vol d'oiseau de là où on est aujourd'hui, à Carquefou. On est implanté, donc dans l'ordre, ça a dû être la Roumanie, je parle des usines, la Russie, l'Afrique du Sud, non, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, la deuxième en Chine, l'Angleterre qu'on a déménagé en Roumanie, et je crois que j'ai fait le tour des sites de production, et puis on a des filiales commerciales en Angleterre, en Espagne, au Portugal, au Benelux et en Pologne. Ok. Comment tu fais le choix des usines C'est de l'opportunité ou à un moment tu as des choses qui font, tu dis, ah là il y a quelque chose. Enfin, c'est quoi le choix de dire tiens là on va aller en Roumanie, en Afrique du Sud. Tu vois, l'Afrique du Sud ça m'étonne. Je me dis tiens pourquoi l'Afrique du Sud Et pourquoi pas? Oui, non mais comment se fait le choix, tu vois, est-ce qu'il y a C'est un très beau pays l'Afrique du Sud. Je te recommande de le visiter. Je pense qu'historiquement c'était opportuniste. Comme mes parents ont beaucoup voyagé, ils ont croisé une quantité incroyable d'entrepreneurs. Ils faisaient des rencontres intéressantes sur les salons. Ils étaient eux-mêmes intéressants par leur approche de marché, les innovations, etc. Et ils étaient en recherche. Donc ça a créé beaucoup de contacts. Et puis généralement, ça commence par, tu trouves un distributeur, puis ce distributeur, un jour, il t'appelle, il te dit, tu sais, les produits que tu m'envoies, ils me coûtent 15% de transport et je paye 20% de douane. Si demain j'économise 35% en fabriquant en Afrique du Sud, je vais démultiplier mes volumes. C'était évident, mathématiquement c'est évident. Si tu as 35% de coût en moins, probablement que tu vas pouvoir aller chercher des nouveaux marchés. Et donc ça s'est souvent fait comme ça, opportunistiquement, l'associé ou le distributeur local qui propose de s'associer. En Russie, c'était une volonté de s'implanter parce qu'il y avait des distributeurs et que ça marchait plutôt assez fort dans les années 90. La Chine, c'était du sourcing au départ. Et puis notre deuxième croissance externe, ça a été pour faire du commerce en Chine. Ça, c'est très compliqué. J'ai pu le vérifier moi-même. Et en fait, l'objectif de chaque entité de production, qu'elle soit de production ou commerciale, c'était de vendre sur place et dans les pays ou les zones environnantes. Okay. Ça a toujours été la logique. Et nous, on fabrique des produits qui sont... c'est du plastique, c'est de l'air, c'est des tuyaux remplis d'air. Et ça voyage assez mal. Transporter de l'air, c'est jamais... parce que tu as un rapport mètre cube par euro transporté qui est défavorable. Donc, il fait que tu as des coûts de transport qui sont vite prohibitifs. Donc, tu peux pas tout faire. Okay. Donc, c'est plutôt ce qu'on source sur la grande distance, c'est plutôt du composant qui évite de dupliquer les outillages dans tous les sens. Et puis, tout ce qui est produit fini, on essaye au maximum de le faire en local. Ok, ça marche. Comment ça se passe du point de vue, on va dire, RSE, là-dessus, quand tu as la tête d'une boîte comme Virtien?
C'est quoi, tu vois, c'est quoi tes sujets? Comment tu fais pour évoluer là-dessus? Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est un truc que tu as en toi et tu te dis, ah non, moi j'ai envie d'avancer là-dessus? Enfin, c'est... Non, ça se passe très bien. Bon, alors, il y a une pièce avec deux côtés, on va dire. T'as le côté pessimiste qui est de dire, bon, bah, nos produits, c'est du plastique. Plastique, c'est le pétrole. Bon, pas tip-top. Et puis, on doit transporter de l'eau. L'eau, il n'y en aura plus. Donc, si tu vois le côté négatif des choses, c'est foutu. Quand on a commencé à se poser des questions sur l'approche durable de l'entreprise Virquin, d'abord on l'a mis dans notre vision à 20 ans. Parce que c'est une approche qu'on n'avait pas eue avant. Bon, c'est mon frère qui était à l'initiative de ça, Gonel, qui voulait développer cette notion durable pour l'entreprise. Et donc on l'a mise dans notre vision à 20 ans, pour être sûr qu'on ne change pas d'avis quand les cours de matière vierge seront redescendus en dessous du coût du recyclé. Ce qui pourrait être des réflexes d'acheteurs non avertis, on va dire. Et donc c'est 2014 pour nous, c'est l'année zéro du RSE. C'est sans doute un peu tard, bon voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui on a fait beaucoup de chemin. Les équipes ont compris. Le discours était un peu pessimiste au début. Pessimiste parce que le pétrole, pessimiste parce qu'il n'y a plus d'eau, pessimiste parce que plein de choses, et pessimiste sur le fait que notre ambition en 20 ans, c'est d'être neutre en carbone. Okay. Donc quand on a mis cet objectif dans notre vision à 20 ans, j'ai eu deux questions des collaborateurs. On en est où? Je ne sais pas. Et est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Donc j'étais un peu surpris par... Mais au moins tu as un cap. Voilà, c'est ça. Moi je suis pas là pour apporter les réponses. Ça c'est eux qui le feraient. Moi je suis là pour dire où je veux aller. Est-ce que c'est possible? Et comment on va le faire? Ça on va le découvrir au cours des 20 ans. Et puis il y a des choses qui seront plus faciles que prévu, d'autres plus difficiles, et on s'adaptera. Et donc je dis, tant qu'on n'est pas face à un mur qui est incontournable parce que trop long, eh bien on continue d'avancer. Et puis quand on sera face à des écueils, on résoudra les écueils. Il y a toujours plein de solutions. C'est le côté ingénieur, il y a toujours des solutions, c'est l'avantage. Ensuite, le coût de la solution et sa complexité, bien challengé. Mais voilà, donc on a fait plusieurs rapports RSE. En fait, on a commencé à mesurer nos KPI en interne. Des tonnages de plastique, équilibre homme-femme, politique salariale, bien-être au travail, qualité de vie, accidents. Enfin bref, on a mis en place toute une série de critères. C'est un peu compliqué parce que quand tu as 1000 salariés, que tu mesures, je prends un truc tout bête, les accidents de travail. Bon, on ne mesurait pas. Donc on a mesuré la première fois. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Il y en a 0 en Angleterre, 0 en Afrique du Sud, 0 en Chine et je ne sais plus combien en France. Qui était certes l'une des grosses usines, mais bon, c'était pas l'usine la plus dangereuse, loin de là. Et puis on s'est rendu compte, tout simplement, quand tu mesures les accidents de travail en France, tu prends le parcours. Domicile, travail et travail-domicile. Okay. Nulle part ailleurs, tu prends ça en compte. Donc déjà, on ne mesurait pas le même KPI. Puis, j'avais un conseil de surveillance à l'époque qui constate ce déséquilibre, qui dit c'est quoi votre politique salariale en Afrique du Sud? J'appelle le patron de l'usine, je dis mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un gars qui s'est blessé? C'est la règle du no work, no pay. Alors no work, no pay, ça doit être du sud-africain, ça se comprend assez bien. Ouais. T'es malade, t'es pas payé. Ouais, alors, c'est dur, c'est la loi sud-africaine qui est comme ça, et bizarrement, il n'y a pas d'accident. Ouais. Donc là, on a commencé à poser des questions un peu différemment, histoire de bien comprendre que quand un gars se coupe un doigt un peu sérieusement et qu'il met du scotch pour pas avoir son salaire suspendu, c'est pas vraiment les valeurs de la boîte. Et donc, le patron du site sud-africain a dû accepter d'abord, puis ensuite mettre en place ce qu'il faut pour que quand un gars se blesse un peu trop sérieusement, il ne le laisse pas sur son poste de travail ou qu'il ne le renvoie pas chez lui en no-pay. Surtout si on est responsable parce que la machine n'avait pas été sécurisée comme elle l'aurait dû, par exemple. Ouais, d'accord. Et donc là, j'ai commencé à parler différemment au patron de site en disant, je ne vous demande pas juste un KPI juridique pour pouvoir dire, regardez, on a mesuré. Nous sommes responsables de la santé de nos salariés. Nous devons mesurer pour faire en sorte que demain, plus personne ne se blesse chez nous et encore moins se tue. Et donc, petit à petit, mais ça a mis 2-3 ans. Quand il faut mettre des Roumains, des Espagnols et des Chinois d'accord entre eux,
Déjà, ça fait des débats intéressants. Ouais, j'imagine. Avec certains qui disent mais pourquoi c'est grave? On n'a qu'à le remplacer. Et d'autres qui sont évidemment plutôt à la pointe sur le sujet. Donc on les a fait travailler entre eux. Et ça a été générateur de beaucoup de cohésion et de cohérence dans les critères. Et on a réalisé notre première mesure empreinte carbone l'année dernière. Donc ça a été long. C'était long parce que on aurait pu aller plus vite, mais on prenait des ratios macro et puis on multipliait des chiffres qui veulent rien dire par des dénominateurs qui veulent rien dire et on aurait obtenu on se serait fait plaisir. Voilà. Et moi ce que j'avais en tête, c'était quitte à y passer du temps, autant bien le faire, que ça serve à quelque chose, pas faire juste publier un chiffre pour dire qu'on l'a fait. Et ce que je leur ai dit aussi, c'est pas le chiffre qui m'intéresse. C'est l'écart au chiffre de l'année prochaine qui m'intéresse. Ouais. Donc, essayez pas de le minimiser, sinon vous allez vous rendre plus difficile l'objectif de l'année prochaine. L'objectif étant bien d'aller à 0, mais j'imagine qu'au début ça va être facile, puis petit à petit ça va devenir plus difficile, bien sûr. Et on va arriver à des sujets qu'il faudra poser longuement, voire compenser, parce qu'on ne pourra pas réduire certaines émissions. Et donc on est arrivé au résultat de 54 000 tonnes de mémoire, carbone, équivalent carbone, et je suis convaincu, même si c'est pas tout à fait le cas des équipes encore, mais je suis convaincu que 30% de cette empreinte est réductible facilement. Quand je dis facilement, soit avec des décisions minimes, soit voire avec des gains économiques à la clé. Ouais, parce que souvent c'est le premier tiers. Ouais. Dans le deuxième tiers, il y aura des dépenses et des sujets techniques plus complexes. Et le troisième, ça va être, il va falloir planter des arbres parce que le pétrole, il faut bien aller le chercher. Tu sais dire c'est quoi les gros ratios? C'est quoi? C'est l'énergie? Alors, les trois principaux, c'est les achats, fin de vie du produit, et le troisième, je l'oublie à chaque fois. Ah oui, tu prends en compte du coup toute la... c'est le scope 3. Oui, le scope 3. Mais encore une fois, j'ai vu, je me suis beaucoup documenté ces 10 dernières années, et j'ai tellement vu de greenwashing, je dis ça, je préfère que vous ne fassiez rien que me faire un truc comme ça. Et j'ai présenté plusieurs documents sur lequel c'est flagrant que le truc est biaisé. Je voyais, alors ça n'a rien à voir avec l'empreinte carbone, mais je voyais la satisfaction client. J'ai une échelle de 0 à 10, tu connais le Net Promoter Score, et mettez-nous 9 ou 10 pour nous dire votre satisfaction. Et de 0 à 8, c'est rouge, et 9, c'est vert clair, et 10, c'est vert foncé. C'est de la manipulation. Moi, si je suis content, je vais te mettre 6 ou 7. Pour que je te mette 9, faut que vraiment tu aies fait un truc qui soit très 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 bien. Donc non, c'est pas ça que je veux mesurer. Moi, je veux mesurer ce que mes clients pensent vraiment, ce que mes salariés pensent vraiment. C'est pour ça que ça va être anonyme, c'est pour ça que ça va être fait avec des formations, avec de l'accompagnement, pour pas leur dire mets-moi une note pour que mon chef me dise que c'est bien. Ça sert à rien. Vaut mieux économiser ce temps-là et le dépenser dans quelque chose qui sera plus productif de valeur ajoutée. Que ça, c'est de la satisfaction personnelle, c'est une forme d'égoïsme. Donc je leur ai dit, faites les choses vraiment bien pour qu'on puisse, nous vous incluant vous et moi, faire quelque chose qui sera mieux l'année prochaine, moins impactant. Et c'est l'intérêt de tout le monde que Birkin soit moins impactant l'année prochaine que cette année. Ça marche. Vous intégrez déjà du plastique recyclé, ce genre de choses? Sûr. On a été assez vite à 20%. On consomme quelques milliers de tonnes de plastique par an, donc c'est pas des chiffres négligeables en termes de volume de recyclé par an. Même chose dans le recyclé, tu as les déchets que tu génères toi-même, et puis ensuite tu as les matières que tu achètes. Donc si tu considères que tu génères un déchet, tu le rebroies, c'est du recyclé, non, tu as généré un déchet, tu as généré quelque chose qui était vierge et qui n'est plus vierge du fait de ton process industriel. Donc des fois c'est une erreur, des fois c'est une contrainte technique de la machine. D'ailleurs, pardon, juste que je comprenne bien, vous c'est quoi? Vous achetez des billes de plastique que vous faites fondre et vous formez. C'est ça. Vous prenez vraiment la matière première. La matière première qui elle est vierge ou recyclée. Ouais, d'accord. On rebroie nos produits quand c'est des carottes par exemple, des chutes de production. Ok. Donc ça, c'est du rebroyé, mais pour moi, c'est pas du recyclé. Ça, c'est de la propreté de process industriel. Le recyclé, c'est quand tu dis à ton fournisseur, plutôt que de me fournir du vierge, tu vas me fournir du vierge et du recyclé, et moi, je vais les mélanger pour obtenir un taux de recyclé qui fait que le produit que je sors a les bonnes caractéristiques. Si tu prends cette branche de lunettes, tu la recycles à 100%,
peut-être qu'en la mettant sur tes oreilles, elle va casser une fois sur deux. Ouais. Ou quand il va faire moins de 5 degrés dans la pièce, je la pose et casse. Ouais. Donc il y a des contraintes mécaniques, thermiques, chaînes de cote qui font que ton recyclé, il change un peu tout ça, il change les caractéristiques. Puis des fois, ça n'a absolument aucune contrainte. Et puis des fois, ça rend le produit totalement non fonctionnel. Il y a un sujet sur l'esthétique aussi, parce que la matière recyclée, elle est moins propre, moins vierge par définition que la matière vierge. Donc il y a aussi un sujet d'acceptabilité du consommateur. Et là, pareil, je pense qu'il faudra que les gens mûrissent un peu. Ouais, Un peu sur le principe des comment ils appellent ça, les fruits moches. Les légumes moches ou les fruits moches. T'as entendu parler de ça? Ouais. Je reste toujours ébahi du fait qu'il n'y ait pas un casier avec les fruits moches, quitte à les mettre moins cher, voire les mettre plus cher. Je crois que c'est un peu enfoui en nous ce genre. Enfin, je sais pas, je me suis fait la remarque. C'est marrant que tu parles de ça. Il y a 2 jours, j'ai ma fille qui a 5 ans, tu vois, elle prend une pomme. Et la pomme était un peu déformée. Il y a un côté qui était beau, elle la prend, l'autre côté est déformé, tu vois. Elle a reposé. Elle dit, non, je veux pas manger ça. Je dis, c'est une pomme, en fait. Je sais pas. C'est quand elle est parfaite qu'il faut se méfier. ouais, pourtant ça se fait ça, effectivement. Mais là, non, il y avait un truc où... Mais je pense qu'un jour, on ira vers le produit imparfait plus cher que le produit parfait. Le produit parfait, c'est louche. La perfection dans la nature n'existe pas. Ouais, bien sûr. Ouais. Même moi, je suis pas parfait. On parle un peu juste d'énergie. Qu'est-ce que ça pèse l'énergie? Et moi j'avais une vision de l'énergie il y a encore quelques années une énergie chère, ça pousse les professionnels, les industriels à faire des économies d'énergie. Donc je trouvais ça intéressant. Et puis plus j'avance et plus j'entends aussi l'autre discours qui dit des industriels qui vont dire non, nous il nous faut une énergie vraiment pas chère parce que dans notre production le coût de l'énergie c'est une base importante et si on veut pouvoir se battre aux États-Unis ils ont une énergie moins chère, en Chine ils ont une énergie moins chère. C'est quoi ton point de vue? J'ai comme beaucoup de monde, j'ai une double face. Est-ce que tu veux que je te donne la réponse du citoyen ou la réponse de l'entrepreneur plutôt l'entrepreneur. Avide d'argent. Je vais commencer par le citoyen. En tant que citoyen, je suis convaincu que ce qui est pas cher ou gratuit n'a pas de valeur. Tu baisses le coût de l'énergie, moi je vais relaisser mon chauffage ouvert et mes fenêtres ouvertes. L'effet rebond. Probablement. Très clairement, l'explosion du coût de l'énergie qu'on a eu pendant le Covid, les fortes inflations qu'on a subies, ont été génératrices d'innovation. Ça nous a forcé à nous poser des questions qu'on se posait pas parce que ça coûtait pas cher. C'est pas grave. Et je l'ai entendu il y a encore pas si longtemps que ça. Avant, je disais, c'est pas parce que c'est pas beaucoup qu'il faut pas le prendre en compte. Maintenant, je n'accepte plus ce genre de débat, ce genre de discours. Comme l'acheteur qui vient me voir et qui me dit le cours du vierge est repassé sous le coût du recyclé. En termes de matière, il faut savoir que le coût du recyclé est relativement stable. Okay. Le coût du vierge, lui, c'est le pétrole. D'accord. Ouais. Donc le vierge fluctue et des fois, il repasse sous le recyclé malgré le fait que le recyclé est plus cher. Et là, tu as tous les acheteurs qui sont sur les dents parce que on leur demande de faire des économies. Là, ils en ont une qui est évidente, facile, chez un fournisseur déjà référencé. On leur dit, non. Parce que déjà, tu as toutes nos équipes de régleurs qui sont derrière les presses en train de jongler avec la fluctuation des standards de matière recyclée. Ils sont sur les dents. C'est pas la peine de tout leur chambouler avec une matière vierge alors qu'ils ont appris à jongler avec la matière recyclée. Et surtout, c'est pas de l'opportunisme. On n'est pas là pour faire demi-tour comme tous les Américains dès que Trump arrive au pouvoir. On est là pour faire des choses sur le long terme et pour les faire bien. Et puis idéalement pour avoir bonne conscience. Donc on va les faire bien, y compris si c'est un peu plus cher. Mais c'est durable. Et tu vois, dans le sens RSE, moi j'ai surtout le durable pour la planète, mais durable pour l'entreprise aussi. C'est-à-dire si je fais n'importe quoi, demain je vais faire la une des journaux, je disparais, ma marque est morte, flinguée par des comportements inacceptables, ça c'est pas durable. C'est pas durable pour l'entreprise, c'est pas... La planète, elle s'en fiche de Virquin. Virquin ne devrait pas se fiche de la planète. Et ça, c'est un vrai sujet d'éducation de nos équipes pour dire c'est pas très grave, c'est conjoncturel, ça va revenir, le plastique va remonter dès que l'économie va repartir et on va pas rechanger de posture. On doit être cohérent dans notre façon de faire les choses. Et ça, c'est vraiment des valeurs auxquelles je crois et que petit à petit, je distille dans l'entreprise. Et aujourd'hui, on a fait un grand trajet là-dessus. Je suis assez fier du boulot qu'ont fait les équipes parce que je reviens sur les RSE qui n'était plus le sujet, mais que ce soit l'énergie ou le
les contraintes générées par la mise en place de tout ce processus durable, c'est gigantesque en termes de complexité pour les équipes techniques. Hein. Je parlais des régleurs machines. Pour eux, tu leur demandes s'ils préfèrent du vierge ou du recyclé, la réponse elle est simple. Hein. Du vierge c'est simple, le recyclé c'est compliqué. Ouais, d'accord. Donc ils vont tous aller vers le simple évidemment. Et donc aujourd'hui mes équipes ont fait un travail qui je crois est vraiment hyper complexe et hyper rapide. Et là notre nouvel objectif c'est 51%. Ok, passer la barre des 50%. Passe la barre des 50%. Psychologiquement, c'est un bond en avant. Techniquement, c'est une gageure, quoi. Ouais, ok. Ça marche. La partie climat, comment tu vois, alors là, vraiment sur la partie industrielle, c'était quoi? C'était il y a 1 an, les inondations à Valence, là, en Espagne, enfin, ces sujets-là. J'ai l'impression de plus en plus rentrer dans la tête des gens de se dire, ah ouais, en fait, il n'y a pas que le CO2 là-dessus, il y a aussi les risques climatiques et comment on s'adapte à tout ça. Ouais. Toi, c'est simple, drill, baby, drill. c'est aussi simple que ça. C'est tellement évident ce qu'on est en train de vivre. J'entends encore des débats sur l'origine n'est pas humaine, comme si la tempête n'avait pas eu lieu, quoi. Comme si l'inondation n'avait pas eu lieu. Je crois qu'il y a une forme de déni qui est assez classique, qui est un peu comme dans l'innovation. Au début, tu te fais moquer, après les gens ont peur, et puis après ils acceptent. Là, je pense qu'on est encore entre la peur et la moquerie, quoi. Les Américains, enfin certains Américains se moquent, d'autres ont peur de ce qu'on va venir demain, et puis tu as les premiers migrants climatiques qui commencent à devenir nombreux en plus. Donc, je pense, faut sortir rapidement de cette zone de déni dans laquelle on est, qui est assez normale au final. Ça nous change tellement nos habitudes, nos réflexes millénaires, que ça va forcément mettre du temps. Maintenant, du temps, je suis pas sûr qu'on en ait beaucoup. Peut-être que les hommes ne sont pas responsables de tout ce qui se passe. C'est que la météo est un système chaotique. Donc, tu rajoutes 10 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, tu n'es pas capable de mesurer l'impact précisément de ces 10 tonnes sur les 3 prochaines années. Et de combien la fabrication de mon industrie a impacté la tempête qui a eu lieu à Barcelone, ou à Valence plutôt, j'en ai aucune idée. Mais quelque chose me dit qu'elle ne doit pas être zéro. Non, bien sûr. Donc voilà, mais ce bien sûr, il est pas évident pour tout le monde. T'as beaucoup encore ce réflexe mais c'est pas moi, ma petite échelle fait ça, c'est les autres. Peut-être les autres, mais moi non. Moi, je me sens pas concerné. Oui, je suis victime des conséquences, mais je suis pas responsable de la cause. Ouais. Tu vois, parce que moi, je suis tout petit, donc c'est pas moi. Et les mains en l'air, je peux rien faire. Et sur la partie justement les conséquences, t'as déjà identifié des éléments. On a eu en interne, on a eu plein de conséquences, des tempêtes. En Chine, je crois qu'on doit être à notre 2e inondation de l'ancien site. On a déménagé. Okay. Quand on déménage de site, vu qu'on en a déménagé 4, je dis que vous vous assurez d'être sur des sites qui ne soient pas plus bas que l'ancien. Ouais, d'accord. Plus vous êtes bas géographiquement, géographiquement, ça marche. Courbe de niveau, non, parce que ça se rapprocher de l'équateur, mais plus vous êtes bas par rapport au niveau de la mer, plus vous êtes susceptible d'avoir des inondations. Et donc, le choix du déménagement s'est fait en... Alors pas que, mais on a vérifié ce point-là. Ouais, d'accord. Moi, quand j'ai acheté ma maison, j'ai regardé l'altitude. Vérifier un peu ce point-là. C'est sûr que si ça monte d'1 mètre à 2100, ceux qui sont sur la côte, t'en as qui vont être sous l'eau en 2100, leur maison elle vaut zéro. Ouais. Alors t'as 75 ans pour l'amortir ta maison, ce qui est beaucoup et pas beaucoup, quoi. Ouais. Donc voilà, je pense que ça nous oblige, mais ça c'est paramétrique, c'est pas très compliqué. Voilà. Tu as une usine qui est une passoire thermique, tu as une usine qui est sous le niveau de la mer, tu as une usine qui est dans un couloir de vent, chaque fois qu'il y a une tempête, tu as un bout de ta toiture qui s'arrache. Ça, tu sais que tu prends les événements météo d'aujourd'hui, tu les multiplies par 5 et tu te doutes assez rapidement où est-ce que tu vas avoir des problèmes et où est-ce que ça va bien, quoi. Ouais. Donc si c'est rien passé jusqu'à maintenant, ça veut dire que tu es dans une zone relativement à l'abri. Ouais. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer demain. Mais pour l'instant, aux conditions actuelles, on est relativement à l'abri. Puis tu as des zones où tu as déjà été inondé. Tu sais que demain, tu auras 1 mètre de plus. Bon, bah voilà, qu'est-ce qui se passe avec 1 mètre de plus? Et là, tu rentres dans les stratégies de... le terme m'échappe, mais c'est de plan de continuation. Qu'est-ce qui se passe si j'ai 1 mètre d'eau dans mon usine en Chine? Ouais. Elle ne peut plus fabriquer, donc j'ai les moules qui partent, j'ai les machines qui partent, j'ai les personnes qui accompagnent, etc. J'ai des plans de continuation. Alors, c'est pas au cours d'eau, c'est pas au millimètre, parce qu'on est bien incapable de dire quelle sera l'activité et la situation de l'entreprise le jour où ce genre d'événement arrive.
Et puis, est-ce que c'est du court terme, est-ce que c'est du long terme? Si c'est de l'eau qui monte, tu sais que dans 2-3 jours, elle va redescendre. Si c'est la toiture qui est partie, tu vas pas mettre 2-3 jours à la réparer. Ouais. Ou si c'est un incendie qui a cramé 25 machines, je vais pas les remplacer demain matin non plus. Donc ça dépend du type d'événement ou de catastrophe, et puis de la situation de la société au moment où laquelle cet événement ou cette catastrophe arrive. Et donc ça, vous avez des formes de plans, ce que tu avais à dire sur ces sujets? Oui, c'est ça. Pour l'instant, on est resté relativement high level, c'est-à-dire on n'est pas rentré dans le détail du détail. Pour bien faire les choses, il faudrait qu'on ait un plan à la référence. J'en suis pas encore là parce que on est en train de terminer un travail de rationalisation de nos catalogues. Ouais. Donc, je vais pas passer du temps à analyser des données qui vont disparaître dans 2 ans parce que j'arrête la référence. Ouais. Donc, je préfère faire baisser le niveau de la complexité. Un des éléments que je t'ai pas dit, c'est que le groupe s'est très vite diversifié à l'international, s'est très vite diversifié en termes de nombre de produits. Aujourd'hui, j'ai 4 catégories de clients, 10 directions commerciales, 8 catégories de produits, 6 usines, on vend dans 60 pays, on est soumis à une quinzaine de langues. Donc c'est un niveau de complexité d'une entreprise du CAC 40. Et on a le chiffre d'affaires d'une grosse PME. Donc l'un de nos sujets, c'est de faire en sorte, avec les moyens d'une grosse PME, de traiter la complexité d'une entreprise du CAC 40. On se bat pas avec les mêmes armes, c'est pas le sujet. Mais du coup, ça oblige à être un petit peu créatif et surtout faire des choix. Je peux pas tout faire. Ouais. Il y a des choses sur lesquelles je décide d'avancer et je dois avancer. Et je peux pas me permettre de mettre des moyens et de pas avancer. Puis il y a des choses sur lesquelles, très clairement, j'attends. Et quand ils ont sorti, je sais plus quelle loi c'était, qui était très complexe, qui générait un niveau de complexité incroyable en interne, j'ai dit, top, ça, c'est pas prioritaire. Okay. C'est une loi, c'est sûr. Il faudra le faire, oui, bien sûr. Mais d'abord, c'est tellement abscon ce qu'ils nous demandent. C'est tellement inutile et personne ne nous demandera jamais rien sur ce sujet. Attendez qu'ils reviennent en arrière. Et ils sont revenus en arrière. Ouais. Et je suis très content d'avoir fait. Ça, c'est un petit peu dommage d'être dans un environnement législatif comme ça, parce qu'on en arrive à des décisions qui sont au final contre-productives. Quand sur la route, tu mets trop de contraintes, les mecs ils finissent par rouler tout droit et puis et tout ton marquage au sol sert à rien. Donc il faut y aller progressivement. Et nous, en tant que grosse PME avec une complexité du CAC 40, on est obligé de faire des choix. Et c'est intéressant, je me plains pas du tout. J'ai juste que des fois tes choix c'est des paris aussi. On espère que l'économie va aller par là, donc on va plutôt traiter ces sujets-là, puis les autres on les fera dans un temps d'eux. Et puis il se trouve que pas du tout, l'économie est par à l'inverse parce que c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Et puis tu réagis, etc. Il faut de l'agilité, ça c'est certain. Quand tu es industriel, quand même, pour avoir de l'agilité, c'est pas si simple parce que j'imagine que tu as des moules, tu as des. Enfin, voilà. Et oui, alors les moules ça voyage, ça se met dans un bateau ou dans un camion et 15 jours, 3 semaines, un mois après, il est dans l'usine d'à côté. Donc c'est pas trop le fait d'être industriel qui est compliqué. Ce qui gère la complication et la non-agilité, c'est le manque de data. Ok. J'ai toujours ce souvenir en tête qui était amusant parce qu'au final ça s'est bien goupillé, mais ça aurait pu être ennuyeux. On fait un nouveau moule. Et donc notre usine de moule est l'une des 2 usines chinoises, on fabrique le moule. Un moule ça coûte très cher quand même. Non, ça dépend, non. C'est très variable, ça va de 5 000 à 500 000 euros. Ok. Je parle plus en dollars parce qu'on est sorti de la zone dollar. Donc c'est une très grande fluctuation en fonction du niveau de complexité du moule. Un moule ça peut être un moule à gaufre, comme ça peut être un truc avec des quelques milliers de pièces mécaniques dedans, avec des mouvements mécaniques à l'intérieur du moule qui font que ta pièce se préassemble avant de tomber de la machine. Donc c'est très très variable, mais pour revenir sur les données que tu disais, on fabrique ce moule et puis on le teste sur la machine d'injection de l'usine d'à côté. On teste, le moule fonctionne bien, super, nickel. On ship le moule et on arrive, et tu sais, sur les presses, quand ton moule il s'ouvre, en fait il s'ouvre guidé par des colonnes. On appelle ça des colonnes. C'est 4 gros blocs d'acier ronds. Ok. Et le moule glisse autour de ces blocs d'acier. Il y a une espèce de matelas sur lequel tu viens fixer ton moule, et ce matelas, il y a des trous dedans, et ces trous glissent autour de ces 4 colonnes. D'accord. Ce qui porte le moule, en gros, quoi. Eh bien, malheureusement, sur les presses françaises, l'entrecolonne était plus étroit, le moule rentrait pas dedans. Ouais. Donc, le moule, il est reparti en Chine, et le moule chinois qui faisait le même composant, c'était, par chance, on avait un doublon, on a fait un échange de moules. Mais tu vois, nos données entre colonnes n'étaient pas précises, et quand on a fabriqué le moule, théoriquement, ça passait, puis en fait, on s'est rendu compte que ça passait pas. Ouais, d'accord, ok. Donc, données imprécises égale surprise à un moment. Et donc, tu as une urgence, ton usine chinoise a les pieds dans l'eau, tu envoies tes moules en France parce que ça passe, arrivé en France, ça passe pas,
Là, tu es le bec dans l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Alors que si tu as les bonnes données, tu vois que dans ton plan d'urgence, il faudrait l'envoyer en France, mais en France, j'ai pas la bonne presse pour. Ok, je budgète l'achat d'une presse pour pouvoir faire ça au cas où. Et je remplace pas ma presse demain matin. Quand celle-là sera morte, je m'entraîne. L'avantage du plan de continuation, c'est que le pire n'est jamais certain. Donc, avec un peu de chance, il va arriver après que ma presse non compatible soit décédée. Ouais. Et donc, je la remplacerai à ce moment-là. Et là, j'ai un risque qui disparaît. Je coche une case. Ok. Mais tout ça, il faut de la data. Et là, on est en train de mouliner des téraoctets de data. C'est assez passionnant. Ok, excellent. C'est quoi le futur pour Virquin, pour terminer un peu notre échange? C'est quoi les prochaines étapes? Je pourrais repartir avec le micro? Ouais, c'est une bonne question. Ces 10 dernières années, ça a été beaucoup de ménage. Ces 7 dernières années, j'ai fait énormément de ménage. Donc les équipes ont fait énormément de ménage. J'ai un groupe qui est beaucoup plus fluide, lisible, agile qu'il ne pouvait l'être auparavant. Donc ma prochaine étape, ça va être repartir à la conquête. Conquête géographique, croissance externe, innovation. Ok. On n'a pas parlé États-Unis, Amérique du Sud. J'ai jamais entendu parler. Vous, c'est pas votre sujet? Non, pour historiquement, c'est pas notre zone. On n'y a jamais été. On a fait 2-3 tentatives, ça s'est pas concrétisé. Des normes spécifiques, des marchés gigantesques, des gros concurrents. Des méthodes commerciales pas forcément en ligne avec mes valeurs, pas mal de raisons pour ne pas se précipiter là-bas. Et ce qui se passe en ce moment me donne raison. Ouais. Donc je suis content de ne pas y être allé. Je pense que les gens qui aujourd'hui sont implantés aux États-Unis ont des urgences à gérer. Je suis content de ne pas avoir à gérer et pouvoir me concentrer sur des choses plus constructives. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira jamais, mais voilà, j'ai suffisamment de travail à faire là où je suis pour faire 2-3 fois plus que ce que je fais aujourd'hui, sans avoir à augmenter le niveau de complexité. Ok. Et ça, c'est un sujet important. Et puis le continent américain a des gammes de produits qui sont assez courtes. C'est basé sur le système un peu anglo-saxon. C'est beaucoup de tuyauterie métallique. Il n'y a pas vraiment de largeur de gamme comme on peut avoir en Europe. D'accord. Donc c'est moins intéressant pour Virquin. Ça marche. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on n'ira pas, mais je vais attendre de peser plus là où je suis avant d'aller voir ailleurs. Ça marche. Une question un peu pour finir, mais aussi un peu de curiosité, j'en peux la poser avant, mais c'est quoi toi ton quotidien, tu vois, en tant que patron d'une boîte de 1000 personnes tu vois, t'as des décisions fortes à prendre. J'ai déjà entendu, je sais plus quel grand patron dire, bah, moi en fait, mes sujets c'est de bien dormir, parce qu'en fait, je dois prendre une bonne décision peut-être par semaine et pas plus, et juste que m'assurer de cette bonne décision. Enfin, tu vois, comment tu gères ton quotidien Alors, je vais te répondre sous plusieurs angles. D'abord, je ne gère pas la boîte seule. J'ai des gens en dessous de moi qui sont très compétents et des gens au-dessus de moi qui sont très compétents aussi. Alors, au-dessus de moi, c'est le conseil de surveillance et c'est l'assemblée générale. Donc, à l'assemblée générale, mes frères connaissent très bien la boîte. Au conseil de surveillance, je m'entoure de gens qui ont des compétences dans les domaines qui m'intéressent, domaines stratégiques de développement qui m'intéressent, pour me challenger sur les sujets qu'on présente. Donc en fait, je le formule mal, c'est avec le conseil de surveillance, je challenge le directeur général et ses équipes pour les thématiques qu'ils développent par rapport aux priorités du budget qu'on s'est défini ensemble. Donc je m'entoure des bonnes personnes, ce qui n'est pas facile, hein, surtout pour... Ce que j'ai pu remarquer, c'est que l'industrie, c'est compliqué, il y a plein de paramètres. Et donc, si tu veux des bonnes personnes autour de toi, c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est simplement des gens avec le bon parcours. Il faut des gens qui ont fait de l'industrie. Il nous est arrivé de prendre des gens qui venaient des services. Et en fait, dans l'industrie, tu as beaucoup plus de paramètres à prendre en compte. Et donc, tu as une masse de données qui est assez gigantesque. Et si tu n'as pas l'habitude de gérer 15 leviers différents, tu appuies à fond sur un levier, tu as tous les autres qui reculent, l'effet est contre-productif et tu comprends pas d'où ça vient tout ça. Donc aujourd'hui, les équipes qui sont en place et qui pilotent le groupe viennent de l'industrie et donc ont l'habitude de cette complexité et le font plutôt bien. Et voilà, donc les gens qui challengent au-dessus et les gens qui exécutent en dessous, qui mettent en opération en dessous, c'est les bonnes personnes.
J'aime à penser que je suis inutile dans la boîte. Okay. Et très sincèrement, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. C'est-à-dire, j'ai été salarié par le passé, j'ai toujours structuré mon poste, quel qu'il ait été, pour faire en sorte que si demain je me casse le bras ou le cou, le sujet continuera. Et peut-être qu'il y a des choses qui progressivement seront plus faites, etc., qu'à un moment ou un autre, il faudra me remplacer, parce que je ne suis pas non plus... si je me sentais inutile à mon poste, je serais le premier à dire qu'il faut que je fasse autre chose. Donc en tant que patron, c'est moi qui ferai autre chose. Et en tant que salarié, je dirais, ben là, ça c'est bien, mais ça marche tout seul, donc il faut me nourrir avec du boulot, sinon je vais aller voir rien. Ouais. Moi, je dois être un peu hyperactif, donc j'ai besoin d'être occupé. Mais mon objectif, c'est demain, je me casse le bras, je ne suis plus disponible du tout pour Virquin pendant 6 mois, 1 an. Et Virquin continue de fonctionner très correctement. Et aujourd'hui, c'est parfaitement le cas. Okay. Le plan à 20 ans est clair, la stratégie, la vision à 20 ans est claire, le plan à 5 ans est clair, le budget annuel est clair. Très sincèrement, à 1 an, ça ne poserait aucun problème. À 2-3 ans, ça poserait quelques sujets de questions, d'orientation stratégique nouvelles. Et à 5 ans, ça commencera à devenir sans doute un petit peu ennuyeux. Mais pas plus que ça. Et donc, ça veut dire que la boîte est très robuste parce qu'elle n'a pas besoin de moi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'accompagne pas mal de boîtes. Ici, on est dans les bureaux de Ingo, donc j'ai beaucoup discuté avec eux de stratégie. Et la première chose que je dis, la première fois qu'on se rencontre, à tout le monde, je dis la même chose, c'est pas très compliqué, ni très original. Le premier actif d'une boîte, c'est son patron. Donc, t'es à fond de nez dans le guidon, t'es fatigué, tu prends des risques, ton corps commence à te dire stop, au secours, arrête, ta boîte va couler avec toi. Ouais. Donc, le premier actif à protéger, c'est pas les machines, c'est pas les collaborateurs, c'est soi-même. Parce que si soi-même on n'a pas bien dormi, on va pas bien avec les collaborateurs vont pas être bien, donc au bout du bout, la boîte est pas rentable et le client est pas content. Donc, évidemment que je fais en sorte d'être en bonne condition pour mes équipes. Je dors pas énormément, mais j'ai pas de sensation de manque de sommeil. Et si je manque de sommeil, j'ai appris à le faire en Chine, je dors. La fameuse sieste au bureau. C'est vrai que la première fois que je l'ai vu, j'étais un peu surpris. Je dis, mais en fait, c'est lui qui a raison, c'est moi qui ai tort. Et alors, je dors pas au bureau, je suis pas équipé pour dormir au bureau, mais je rentre chez moi, je vais faire une sieste, je reviens et j'ai aucun problème avec ça. Et si mes collaborateurs devaient faire la même chose, j'ai pas de problème non plus. Je pense qu'on est plus efficace quand on a dormi. Et le troisième point, c'est je m'oxygène. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Lors de mes 3 ans en Russie, 3 ans c'est long et c'est pas long. Moi c'était très long. Quand on est parti, j'étais sur les rotules et je n'ai pas fait un seul voyage avec ma famille en Russie. Ok. Je devais en faire un, puis j'étais bloqué par le fameux volcan en Europe du Nord. Là, ah oui, d'accord, ok. Qui m'avait bloqué, j'étais aux États-Unis, donc je ne pouvais pas rentrer. Donc le seul voyage qu'on avait planifié, il a été annulé. Donc du coup, on en a fait un, mais c'était quand on était en Chine, on est revenu en Russie et fait un voyage. Donc, et en partant de Russie, je me suis dit que cet excès, ou cette méthode poussée à l'extrême du nez dans le guidon, 6 jours et demi sur 7, 20 heures par jour, ou non, pas 20 heures par jour, j'exagère. Je partais à 6 heures, je revenais à 22 heures. Ah oui, comment ça fait. Ouais. Mais c'est l'heure. Oui, c'était trop. C'était sans doute pas bon. Moi, à l'époque, j'étais jeune et immortel. Donc immortel. Et depuis, j'ai passé la cinquantaine, j'ai appris que c'est pas vrai. Et je me suis juré que je recommencerais pas. Et en Chine, aussi dur que ça a été, je me suis ménagé des moments pour souffler, des vacances, etc. Chose que j'avais jamais fait avant. En fait, j'avais jamais vraiment pris de vacances professionnelles depuis que j'ai commencé à bosser. J'avais jamais vraiment pris de vacances. Je suis toujours parti avec mon ordinateur, mon téléphone. J'ai toujours décroché, quelle que soit l'heure ou le jour de la semaine auquel on m'appelle. J'avais souvenir de quand je bossais pour les Américains. J'appelle mon chef en me disant ouais là j'ai une idée, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Puis j'entendais qu'il y avait du bruit derrière. Puis il me dit t'es au courant qu'on est le 25 ? J'ai dit ouais. Décembre. Oh merde. Oh pardon. J'étais en train de bosser. J'avais pas percuté qu'on était Noël et voilà. J'ai toujours été comme ça et j'ai changé depuis. Je pense que c'est bien. Tu sais, ta deuxième vie commence le jour où tu comprends que t'en as qu'une. Ouais. Moi j'ai compris ça après la Russie. Je me suis dit il faut que je me ménage des temps. Et aujourd'hui je suis à un niveau assez poussé d'organisation où je me suis dit je dois passer un tiers de mon temps chez Virquin, un tiers de mon temps dans des associations,
à discuter avec des boîtes comme toi, aider des gens, 60 000 rebonds, des mecs qui ont coulé, REA, des mecs qui se lancent, etc. Dans les écoles, j'interviens pas mal dans les écoles aussi. Ça, c'est pour voir autre chose, pour respirer et voir ce que font les autres. Entendre les problématiques des autres me nourrissent, moi. Ouais, ok. Comprendre des sujets sur lesquels bossent les autres, ça m'intéresse. Parce que probablement que Virkin, à un moment ou à un autre, devrait soit déjà avoir travaillé dessus, soit bientôt prévoir de travailler dessus. Okay. Et si c'est pas le cas, je me rajoute une petite case, j'ai ma to-do list qui s'allonge au fur et à mesure de ce deuxième tiers où je vais me nourrir à l'extérieur. Souvent dans le monde sociétal ou économique. Okay. Et le troisième tiers, c'est pour moi. Okay. Et donc, depuis que je commence à pouvoir, c'est celui c'est la variable d'ajustement, j'y arrive pas vraiment encore, mais c'est celui que j'ai le plus de mal à mettre en place, mais petit à petit, je m'équipe et j'adore bricoler. Et ça, c'est un vieux rêve de gamin de constituer mon garage, et j'ai mon garage qui petit à petit s'équipe. Et là, le dernier né dans la famille des bricolages, c'est mon aérogommeuse. Donc une aérogommeuse. Une aérogommeuse, c'est une sableuse d'extérieur, okay. Où tu peux décaper toutes les surfaces métalliques, bois, plâtre, pierre, tout ce que tu veux. C'est un engin incroyable pour nettoyer, décaper. Et voilà, je m'équipe petit à petit. Et tu fais quoi avec ça? Des trucs, mais t'imagines pas. En fait, à chaque fois que je bricole beaucoup, là je suis en train de construire une table, je répare des outils, des objets cassés, j'aime bien fabriquer, j'aime bien compléter. J'ai fait mon plan de travail de lavabo chez moi. Okay. D'ailleurs, j'ai pu poser et ressentir le plaisir de poser un produit Virkin. Très bien. Avec ses avantages, ses inconvénients. Je discute avec les équipes de R&D en disant tiens, là j'ai posé ça, mais si le plan fait telle épaisseur, on est un peu en limite de trucs. Il dit oui, c'est normal parce que normalement les plans c'est du stratifié, c'est des 40 mm, on n'est pas censé aller au-delà, etc. Moi, j'ai plus une grosse planche de bois massif. Et j'ai poncé la planche, je l'ai huilé, je l'ai découpé pour poser le lavabo, enfin bref. Donc, et à chaque fois qu'il me manque un outil pour faire, soit je mets de côté pour acheter cet outil, soit je l'achète si c'est pas trop cher. Okay. Et petit à petit, comme ça, je complète mon mur d'OSB qui commence à se couvrir d'outils. Et donc, petit à petit, je me mets en capacité d'occuper un tiers de mon temps avec du bricolage. Eh bien, tu sais quoi? Pendant ce tiers de temps, j'ai ma to-do list qui gonfle. Ouais, je vois le genre. Il me vient plein d'idées, donc il faut s'occuper l'esprit pour pouvoir avoir les idées qui sont bloquées, qui se libèrent. Ouais, comme quand tu vas marcher dans la nature ou faire du sport, c'est ça. C'est ça. Attends, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça? Ouais, c'est évident. Ou oups, j'avais dit que je ferais ça, je l'ai pas fait. Ouais. Donc c'est des moments qui sont privilégiés, que j'ai longtemps attendu de faire, et maintenant je suis conscient de la chance que j'ai de pouvoir profiter de ce temps. En fait, le seul truc que tu pourras jamais me rembourser, c'est le temps. Hein. Tout le reste, ça se paye. Le temps, ça s'achète pas. Et donc, je suis conscient de la chance de par ma position, mais je me suis aussi battu pour atteindre cette organisation qui fait que c'est possible. Et je pense que c'est toujours possible. Top. Bon, on va finir sur cette belle note. Merci beaucoup, Grégory, pour cet échange. Avec plaisir, Maxime. Très chouette. Ouais, c'était un grand plaisir, très sympa, longue vie à Virkin, on espère dans son développement que ça se développe. Encore 50 ans de plus. Voilà, à la prochaine, merci, salut, ciao. Merci, Maxime. Magnifique, vous êtes arrivé au bout du podcast. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Abonnez-vous, mettez un like, ça nous aide beaucoup. Merci et à bientôt.